Donc ce que je vous propose, on va faire 2 temps. Tout à l'heure, sous la pression des masses populaires, je vous ai proposé un petit film. Alors là, c'est un petit film, vous voyez, il dure 2 minutes 44. C'est une action qui a eu lieu donc ça devait être au mois de mars, ça doit faire 3 ans. C'est à la suite de la COP 21. En fait, il y a Total qui avait fait un colloque sur la recherche offshore. Vous savez que la COP 21 avait décidé de ralentir et de diminuer l'exploitation du pétrole, et 3 mois après, Total continue de faire des recherches pour aller rechercher encore plus loin, dans des zones encore plus dangereuses, où le jour où il y a un accident, il y aura encore plus de conséquences. Donc avec le collectif ANV COP 21, donc, qui est Action non violente liée à la COP 21, qui a rejoint Alternativa, en fait pendant 3 jours on a fait des actions, on était plus de 500. On a travaillé à faire pendant déjà 3 jours de formation. On était dans le camp d'Emmaüs de Lascaux. Et après, pendant 3 jours, on a embêté le colloque pour se tenir. Donc là, c'est un petit film qui montre un peu comment ça s'est passé. Et après, je vous passe un film un peu plus long, 30 minutes. On m'avait demandé de parler du film No. Alors le film No est un grand film. Par contre, ici, j'ai une vidéo qui reprend l'histoire de ce qui s'est passé. C'était le référendum contre Pinochet au Chili. Donc ça sera la deuxième partie. Donc là, plus un peu des actions directes en tant que non-violent, et après plus dans des rapports à la démocratie, comment ça peut se passer. Pour une petite histoire, en fait, le film No, on nous en a parlé quand on est sorti de l'avant-première à Vienne. Et donc c'est un Viennois, je crois, en fait, qui connaît la situation et voilà, vu que le film a vraiment posé la question et qui nous a parlé de ce film No, et donc c'est né un peu de tout ça. C'est pas Apocalypse No. C'est pas Apocalypse Now, c'est le no de non en anglais, et Now, c'est plutôt maintenant. Si vous voulez poser une question, vous êtes gilet jaune? Alors, je n'ai jamais participé aux manifestations, mais je trouve très intéressant, mais on pourra en reparler après. Voilà, 3 jours de manifestation un peu bloqués. Vous avez pu voir, quand on fait des actions non violentes, on se reprend aussi des gaz. C'était l'époque de Hollande encore. Pas du tout. Attends. Il y a 3 ans. Oui, c'était avant Macron. C'était avant Hollande. Voilà. Ce serait Macron, là, il y aurait des coups de matraque. Bah remarque, ils n'ont pas été... Là, ça a été quand même... Moi j'ai vu des gaz. Hein. Il y avait les gaz, hein. Il y avait les gaz. Ça aurait été plus violent encore. On l'a vu à Amazon, beaucoup de militants du coin de ANV ou d'Attaque sont choqués par un blocage d'Amazon parce qu'ils ont... Alors qu'ils étaient assis par terre, ils ont reçu. C'était quand ça? Amazon, c'était juste après nous, c'était le lendemain de... C'était la veille, non? Non, le lendemain de notre blocage à nous. Et à Chambéry aussi, dernièrement, il y a 2 semaines. Le blocage de l'aéroport, ça a été... Tous ceux qui étaient assis Ah oui, directement dans la tête et longtemps. Mais là, ils ont bloqué le congrès des pétroliers. Ouais. Mais qu'est-ce qu'ils ont gagné réellement? Alors, réellement. L'objectif de cette action était d'empêcher la tenue de ce congrès. Donc c'était l'objectif. Et c'est tout, ils ont gagné que ça. C'est tout. Ouais. Ils ont continué leur... En fait, après, c'est une action plus à long terme. En fait, ça fait partie mais on pourra en reparler, des stratégies, en fait, d'avoir des points où tu gagnes, et pas une stratégie frontale. Mais vous parlez de non-violence, mais la violence, ils se la font eux-mêmes, là. Ah ben, les militants, ils parlent de non-violence, mais ils se font de la violence à eux-mêmes. Ils s'attachent, ils se mettent par terre, ils se font de la violence à eux-mêmes. Mais regarde, attends. C'est pas Oui, mais regarde, non, mais moi je ne parle pas pour critiquer. On rentre tout de suite dans le débat. Je ne parle pas pour critiquer. Non, je parle de ce qui est réel. Tu regardes, à qui ils parlent de non-violence. D'accord. Mais la violence, ils la font à eux-mêmes, quelque part. Parce qu'ils s'attachent, ils se machinent. Non, mais c'était pas du récent. Vas-y, on rentre tout de suite dans le débat. Alors, après, c'est pas méchant, c'est un long débat. À la fin, il y avait écrit libérons-nous des énergies fossiles. Dans l'absolu, c'est mignon, mais ça reste mignon. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils sont pour le nucléaire? Parce qu'à la fin, libérons-nous des énergies fossiles. D'accord.
Moi, je veux bien qu'on libère des énergies fossiles. Par contre, je reste convaincu que le nucléaire a quand même ses vertus. Voilà. Donc donc libérons-nous des... Il faut quand même proposer quelque chose, à part libérons-nous des énergies fossiles. Alors, aujourd'hui, le nucléaire, c'est pas la solution. C'est pas la solution. Parce qu'en fait, le problème, c'est peut-être que ça fait moins de gaz à effet de serre que l'énergie carbonée. Par contre, on a le problème des déchets. Et oui. C'est-à-dire, en fait, les déchets, c'est pour plusieurs millions d'années. Voilà. Aujourd'hui, si les Phéniciens, ils avaient fait des centrales nucléaires, aujourd'hui, on sera encore en train de surveiller et de refroidir leurs déchets. C'est pour vous donner un petit peu. Donc, en fait, il n'y a pas que le climat dans la vie. Et je dis pas ça. Par exemple, quand on parle des fins du mois, fin du monde, le fin du mois, il n'y a pas que le climat dans la vie. Donc moi, j'aime bien avoir une approche un peu globale. Donc en fait, la solution, juste pour faire court, en fait, nous, on est plutôt partisans vous avez entendu parler du scénario négawatt. Hein? Donc en fait, c'est ça la solution. C'est en fait, si on veut faire toujours, avoir autant d'énergie que maintenant, c'est vrai que ça va être un peu difficile simplement avec des énergies renouvelables. Donc la solution, c'est de limiter nos énergies, de passer aux énergies renouvelables et surtout de faire en sorte de ne pas consommer. Oui, voilà, c'est ça. C'est isolation des bâtiments, etc. Et quand on parle d'isolation des bâtiments, c'est quand même du travail ici, chez nous. Et c'est surtout un surcoût pour le client. C'est quand même surtout un vrai surcoût. Tout le monde n'a pas les moyens d'isoler comme il faut, parce que chacun souhaiterait. Et c'est pour ça qu'on est dans une démarche qu'on va qualifier de politique. Parce qu'en fait, c'est pas de renvoyer à chacun la responsabilité, c'est en fait, il y a ce qu'on appelle la politique, c'est-à-dire la gestion commune qui doit jouer son rôle. C'est-à-dire en fait, moi je suis très franc, en fait, les collectivités, l'État doit aider les gens propriétaires à isoler les bâtiments. C'est ce qu'il faisait. C'est gagnant. Il y a 15 ans, en tant que particulier, vous aviez un crédit d'impôt pour isoler votre garage. Finalement, ça a trop bien marché, les gens s'en sortaient bien, donc du coup, ils l'ont arrêté. C'est ridicule. Il faut continuer à se faire des crédits. Exactement. Voilà, et on a vu quelque chose encore pire, c'est pour la mise en place des panneaux photovoltaïques d'énergie renouvelable. C'est en fait, les gens sont demandeurs. Les gens sont demandeurs. Et en fait, même les gens qui n'ont pas beaucoup d'argent, ils ne sont pas plus cons que nous. Et en fait, ils savent bien qu'en fait, de toute façon, c'est gagnant-gagnant pour eux. Mais par rapport à ta remarque de base, ce qu'il faut savoir, on dit qu'est-ce qu'ils ont obtenu. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'ANV, on peut en parler en plus, parce qu'ils sont quand même assez actifs à côté. En fait, c'est ils dénoncent le système. Alors oui, aujourd'hui, ils n'obtiennent rien. Mais c'est comme la Société Générale, l'action qui a été faite à Vienne dernièrement, bah moi je ne savais pas que la Société Générale subventionnait justement les énergies fossiles. Et c'est pas de dire ouais, on dénonce, mais qu'est-ce qu'on propose? C'est qu'aujourd'hui, de toute façon, il faut quand même qu'on sorte de ce modèle-là. Et en fait, leurs actions, ça permet de dénoncer et de mettre en lumière ce pourquoi on se bat aussi, mettre en lumière ce système en fait qui nous envoie. Mais si on n'a pas de solution, là pour moi. On a des solutions. On a des solutions. Oui, mais sur politique, là, chercher les merde, c'est leur boulot. C'est bien. Je suis d'accord, mais alors, et du coup, pour aller un peu dans le sens, qu'est-ce qu'on a gagné? En fait, une organisation comme ANV, COP21 et plus largement comme Alternativa, ils sont partis au départ, ils étaient pas très nombreux, et en fait, par des actions, ils ont réussi à mobiliser. C'est-à-dire, en fait, ici, on était plus de 500 et qui sommes restés. Alors moi, je suis arrivé le dimanche, il y en a qui sont venus dès le samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi. Comment vous avez fait? Et en fait, vous avez des militants qui sont capables de dire « Ok, moi, ça vaut le coup que je me déplace à Pau et de participer à ça. » Mais franchement, c'est vous qui devriez me répondre. Parce que moi, ce que j'ai vu des journaux, vous, les Gilets jaunes, étaient capables de mobiliser des gens qui sont restés sur les ronds-points pendant pas mal de jours. Et c'est la même. Non, mais du coup, vous voyez que nous sommes tous collectivement capables de mobiliser des énergies. En fait, le problème, c'est d'offrir un cadre de mobilisation. Oui, mais nous, on avait une solution, c'était la force du nombre et éventuellement la force physique pour pouvoir faire plier le gouvernement, pour faire baisser l'essence. Là, le souci, c'est très bien, mais pour moi, libérons-nous des énergies fossiles, c'est comme entendre la guerre, c'est mal. Donc du coup, il faut apporter une solution. Parce que si demain, la solution, c'est le partage, et qu'on passe tous, on revient aux 110 volts,
Je suis sûr que 90% des gens dans la vidéo, si on les remet au 110 et ils peuvent pas brancher leur iPad et faire marcher leur machine à laver, tout le monde va gueuler et puis on va... Je pense que la Suède est moins développée que la France. Ça dépend de quel sujet, ça dépend quel... Non, en général. Il y a le bâtiment, il y a la... Non, mais tu parles par exemple du 110 volts. En Suède, ils sont à 56% d'énergie renouvelable. Oui, mais ils sont... Excuse-moi, avant de rentrer trop dans ici, ce que je voulais vous dire, c'est qu'en fait, on est sur de la capitalisation d'expérience. C'est-à-dire ici, dans les 500, aujourd'hui, quand ANVCOP 21 ou Alternateba, il fait des actions comme ça, ils peuvent être 1000. C'est-à-dire, en fait, quand vous avez participé à ça, vous sortez hyper gonflé. Parce qu'en fait, vous dites, ouais, mais j'ai pas gagné grand-chose. Mais si, on y a passé une semaine et on a fait en sorte que le colloque n'ait pas lieu. Du coup, ça vous donne envie d'une chose, c'est d'y retourner. Et tout à l'heure, quand on va reparler aussi du rapport à la violence, un mouvement social, il faut qu'on arrive à toujours donner envie aux gens qui sont venus de revenir. Le pire, c'est que les gens, ils repartent en se disant « moi j'y retourne pas, j'ai pris trop de gaz, l'ambiance c'était horrible, etc. » Ça c'est mauvais, et on en parlera un peu plus tout à l'heure, mais c'est ce que veut le gouvernement. Pourquoi ils gazent et pourquoi ils matraquent dans les manifs? C'est pour que les gens ne reviennent pas. Mais avec tous les gaz qu'il y a eu dans les manifs, pourquoi NVCOP 21 ne sont pas venus? Parce que c'est une sacrée pollution. Mais ils viennent. Ça a une pollution avec les gaz. On a pris un degré de plus quand même avec... Non mais il y a de plus en plus de liaisons qui se font, et c'est ça qui est important. Oui. Mais c'est ça qu'il faut voir. Hein. Moi, franchement, je trouve que le mouvement des Gilets jaunes, c'est un mouvement qui est super important, mais on va reparler. Devons-nous tenter de nous diriger vers un grave conflit armé, comme celui que nous avons vu en Amérique centrale, avec un coût énorme en vies humaines et toute la souffrance qui l'accompagne, ou devons-nous tenter de trouver un autre moyen beaucoup plus nébuleux? Nous avons commencé à chercher une manière de sortir de cette impasse. La constitution de Pinochet prévoit un plébiscite en 1988. Les Chiliens auront le droit de voter pour ou contre 8 ans de régime militaire supplémentaire. Désinvolte et présomptueux, Pinochet a toujours été certain de gagner. Mais après 5 ans d'apprentissage, l'opposition non violente saute sur l'occasion. Pour la première fois, nous savions que si Pinochet restait au pouvoir, ce serait grâce au plébiscite auquel il fallait répondre par oui ou non. Donc, nous nous sommes dit, si nous nous préparons, nous pouvons défaire Pinochet en disant non. Nous nous sommes dit, comment faire confiance à un dictateur qui a fait tout ça? Il va débouiller le scrutin, va-t-il compter les votes tels qu'ils sont? Nous n'avions pas le choix, et nous avons décidé d'aller de l'avant en tentant de créer toutes les conditions nécessaires pour éviter toute fraude. Des milliers de volontaires sillonnent les campagnes, frappent aux portes pour convaincre les Chiliens qu'ils peuvent voter non sans crainte de représailles et que les résultats ne seront pas truqués. Ils en sont remerciés par le soupçon et le scepticisme. Pour créer l'apparence d'un vote juste, Pinochet et ses généraux édictent de nouvelles lois électorales. Tout parti d'opposition qui rassemblera 35 000 signatures pourra envoyer des observateurs aux urnes, un facteur déterminant pour éviter la fraude, et se verra accorder 15 minutes de temps d'antenne à la télévision, chaque soir, pendant les 4 semaines précédant les élections. J'ai dit, vous voyez, si vous vous faites inscrire, j'irai à la télé. Et ce jour-là, je dirai à M. Pinochet qu'il doit partir. Après que son parti ait été agréé, Lagos saisit sa chance quand il participe à une émission d'information très populaire. Il tient un article de journal dans lequel Pinochet affirme qu'il ne se présentera pas au plébiscite. Le promete al país otros 8 años, con tortura, con asesinato, con violación de derechos humanos. Me parece inadmisible.
que un chileno tenga tanta ambición de poder de pretender estar 25 años en el poder. Du jour au lendemain, grâce à son audacieuse performance, Ricardo Lagos devient une célébrité. Son succès laisse présager l'importance que prendra la télévision dans la campagne pour le non. Les droits de la personne constituent le talon d'Achille de Pinochet. Les partisans du non projettent de présenter des pubs télévisées pour souligner la torture, la mort et la prison. Mais des conseillers politiques américains les avisent qu'insister sur les craintes du passé aurait un effet négatif. Ils ont mis au point une campagne orientée vers l'avenir qui se concentrait sur des préoccupations qui touchaient la vie et les besoins quotidiens des gens. Cette campagne a pris le régime de Pinochet et les partisans Louis par surprise lorsqu'elle a été diffusée le premier soir du dernier mois de campagne. Mais ce nom, qu'est-ce qu'il signifiait? Oui à la démocratie. Il signifiait oui à une plus grande justice sociale, non à l'injustice. L'alegria ya viene, qui veut dire la joie est proche, signifiait que le pays appartenait à tous. Et que nous allions abolir la dictature, non pas avec une arme, mais avec un crayon. Et que cette route allait être traversée sans haine, sans rancœur, sans vengeance. À la télévision, la campagne du non fait sensation et projette l'image d'un avenir brillant sans Pinochet. Les messages télévisés gagnent la confiance des téléspectateurs sceptiques en faisant référence aux souffrances infligées par la dictature. Les gens avaient l'habitude de se précipiter chez eux pour regarder ces pubs. Et je faisais la même chose. C'était un peu comme si pendant 15 minutes, on employait les vrais mots pour dire les vraies choses. La torture, c'est la torture. Et ça se passe ici. Après toutes ces années de démenti, c'était là pour la première fois à la télévision. La pauvreté existe. Certaines vieilles dames n'ont même pas assez d'argent pour s'acheter un sachet de thé. No más miseria. De este minuto para el diario de Cooperativa dice que a muy pocas horas de que se inicie el plebiscito en Chile, voto no. No. Voto sí. Sí. Non. Les observateurs de l'opposition procèdent maintenant à un décompte du vote basé sur une technique d'échantillonnage. À l'aide du télécopieur et du téléphone, les chiffres sont transmis aux ordinateurs de Santiago. Tôt dans la soirée, les tenants du non remportent une victoire décisive. Une petite station de radio indépendante annonce les résultats. Installé au palais présidentiel, Pinochet ne dit rien. Les soupçons de fraude électorale grandissent à mesure que les heures passent et qu'on est encore sans nouvelles des résultats. À minuit, des officiers supérieurs de la marine, de l'armée de l'air et de la police de Pinochet font irruption dans le palais. Le général Fernando Maté, commandant de l'armée de l'air, dit aux journalistes « Il semble que le non l'a emporté ». C'est une déclaration publique qui suggère à Pinochet d'accepter la défaite.
En quelques secondes, ses commentaires sont radiodiffusés. Le nom tirait sa force de gens extraordinairement ordinaires. Ils ont vraiment mis leur vie en danger. Ils ont contesté et ils désiraient vraiment prendre position. Je pense que dans le monde, nous vivons vraiment pour le pouvoir. Nous voudrions agir sur l'autorité, autorité personnelle ou autorité morale. Quand les actions reposent sur le pouvoir, enfin si une arme est pointée sur moi, je vais dire tout ce que vous voulez. Et quand on retire l'arme, je fais ce que je veux. Comment les gens ont-ils vécu ce moment? Ils l'ont vécu sans haine, convaincus qu'ils avaient été des participants, des acteurs. Ici, il n'y avait pas de dirigeant charismatique, pas de guerriero, pas de chef qui aurait dit « j'ai fait cela ». Au Chili, ce soir-là, ils étaient convaincus qu'ils l'avaient fait eux-mêmes. Combien étaient-ils? 7 millions. Bon. Bonsoir. Bonsoir. Voilà. Je sais pas si on aurait pu mettre des trucs, nous, envoyer la télé. Ouais, on n'aurait pas le droit de faire une campagne comme eux pour le nom. Et pourquoi? Eh bien, parce que les médias, ils ne voudraient pas. Parce que tout d'un coup. À la différence, c'est tous les gouvernements du monde qui sont contre le gouvernement. Ils veulent déjà pas faire un communiqué dans le Dauphiné pour rendre réponse à Vienne. Alors, pour le reste, on est mal demandé. Non, il y a tellement de gens, les gens, il n'y a pas de... Alors, la différence, c'est que Allez, parlez pas tous en même temps. Parlez pas tous en même temps. Ok. Déjà, la question des médias, c'est vrai que moi je l'ai marqué aussi, c'est que dans le film c'est marqué que la télé a joué un rôle important. Ouais. Alors nous, en plus, on y a vu au travers de nos ateliers pour le rythme, etc. On sait qu'on peut plus faire confiance aux médias et qu'aujourd'hui, en fait, ils sont dépendants. Donc, qui normalement ils devraient être indépendants justement pour la démocratie, ils ne le sont plus. Donc c'est vrai que comment on fait chez nous? Ok. Comment on fait par rapport aux médias? En fait, comment ça fonctionne en médias? Un média, les journalistes, en fait, ils apprennent à l'école, là, les 5 W, là, pourquoi, comment, etc. Donc en fait, les médias, ils vont s'intéresser sur des corps qui vont leur faire de l'audience. Parce qu'ils parlent, ils ne raisonnent que comme ça. Et du coup, l'intérêt, l'utilisation des médias doit passer par l'audience. Quand il y a une manif qui se passe, si elle se passe tranquillement, je sais pas, les télés, souvent ils n'en parlent pas. S'il y a de la casse, s'il y a un café qui brûle, alors là, hop, ils font des images. Et du coup, comment contrer ça? Parce qu'en fait, l'image qui est renvoyée, ça paraît, on dit, ouais, ils ont parlé de nous. Mais dans quel sens ils ont parlé de nous? Négatif. Dans un sens négatif. Et du coup, l'idée pour travailler avec les médias, et c'est toujours ce qu'on apprend dans les formations avec c'est d'arriver à les interpeller
pour que ça soit un événementiel, quelque chose qui marque. Vous avez entendu parler des actions de Greenpeace. Oui. Greenpeace, ils sont moins nombreux que vous, avec les gilets jaunes, mais en fait, du coup, ils s'organisent, et quand ils vont se foutre une banderole sur les tours de réfrigération des centrales nucléaires, waouh, c'est bien, donc il y a la presse qui Ici, dans un siège à l'ONU, alors. Pardon? C'est pratiquement un siège à l'ONU, Greenpeace. Non, ils ont, c'est pas en fait, c'est pas ce problème-là que je regarde, c'est en fait, on fait passer quelque chose qui va changer de l'ordinaire. Toutes les actions un peu fun, ça va passer plus facilement dans les médias. Ça, c'est chaud. Après, moi, je ne veux pas vous vendre des médias, hein, c'est simplement de comprendre ça. Et du coup, dans les actions, quand on veut faire passer quelque chose, il va falloir trouver quelque chose qui fasse un peu différent. Pour pousser. En fait, c'est comme ça que les journalistes ils vont avoir tendance à parler de l'action. Il y a ça et la censure. Mais il y a bien sûr qu'il y a une censure. Alors, on est clair, quand vous voulez changer quelque chose, le pouvoir, le système qui est en place, il ne veut pas changer. Donc, il va réagir. Il réagit en premier par le silence, l'ignorance, et si la pression est suffisamment forte, à ce moment-là, il va passer par la répression. Et du coup, dans toutes les stratégies non violentes, c'est de savoir quelle répression il va être générée de façon à ne pas se laisser écraser. Dans les formations, on apprend en fait à gérer la répression qu'il va avoir. Si vous avez une répression qui est trop importante par rapport au nombre, rapport de force que vous allez créer, à ce moment-là, attention, vous avez peut-être intérêt de choisir une autre action et attendre d'être un peu plus fort pour pouvoir encaisser la répression. Dans une stratégie non violente, on dit souvent, peut-être vous choquer un peu, mais la répression, il faut savoir l'utiliser. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous avez vu dans le film, en fait, la façon dont l'armée réprimait les manifestations a fait que les gens étaient de plus en plus révoltés. Et même l'Église a été amenée à faire ça. C'est typique d'une stratégie non violente. Chaque fois que vous avez des répressions, il faut arriver à les mettre en avant. J'ai une vidéo, vous avez sans doute vu la petite vidéo là, de Extinction Rébellion, quand ils se sont fait gazer quand ils ont bloqué le pont. Cette vidéo, elle a buzzé. Alors qu'ils étaient rien du tout, ils étaient à peine 50. Hein. Extinction Rébellion, au départ, ils n'étaient pas grand-chose. Pardon? Oui. Ça c'est la belle histoire qu'on nous vend. Après, c'est des fois quand on gratte un peu plus loin, suivant le mouvement, il y a quand même beaucoup... On parle de l'action. Non, mais l'action... Ah, mais l'action est très belle. Je parle de l'action. L'action, oui. Ah, moi, je pourrais parler je veux dire, ces petits groupes de belles histoires qui font des jolies actions, la manière que c'est relayé, quand même, il y a des gens derrière, il y a quand même... Il y a un marketing quand même, il y a un bel emballage. Mais, voilà. Et c'est ce que je veux vous vendre. Et nous, on n'a pas de service marketing, c'est ça qui est embêtant chez les Gilets jaunes. Mais pourquoi? Ça dépend de vous. Alors, alors quand on fait une action directe, en fait, il faut toujours s'organiser. C'est ce qu'on je fais dans les formations avec des gens comme AFP, comme 21, des gens de l'Extinction Rébellion, ils m'ont contacté pour se faire des formations. Faire une action, ça s'organise. Il ne faut pas laisser rien qu'au flic le fait de s'organiser. Nous, on doit s'organiser. Et l'une des organisations, dans l'organisation, il faut voir tous les rôles qui doivent être tenus par chacun. Et souvent on dit, ouais, mais c'est vachement dangereux. Non, vous avez des rôles où vous ne risquez pas grand-chose. Un des rôles principaux, ça va être de contact avec la presse. Dans toutes les actions, si vous désignez quelqu'un qui est en contact avec la presse, c'est quelqu'un qui peut pouvoir aller rencontrer le journal. Quand le journaliste va venir, eh ben, c'est cette personne-là qu'on va faire parler. Ça a plusieurs avantages. Ça permet, la personne, elle sait, une page de publicité. Ça permet de savoir quel discours, quel message vous voulez faire passer dans votre action. Parce que le journaliste, ils ne sont pas fous. Ils voient quelqu'un qui est un peu marginal, qui est un peu... Et ils vont aller mettre le micro. Et la personne, elle va raconter des conneries. Alors vous êtes sûr que s'il y a une connerie qui est racontée, c'est celle qui va passer au journal télévisé. Ça, c'est sûr. Hein. Mais ça dépend de nous. Vous savez que ça marche comme ça.
Donc si vous laissez faire les journalistes, c'est de votre faute. Dans la non-violence, moi ce que j'apprends toujours, c'est en fait, on est toujours responsable de ce qui nous se passe. Vous avez toujours la possibilité. Et c'est ça qu'il faut travailler. Les journalistes, j'ai eu l'expérience, ils font plusieurs interviews et ensuite ils passent les interviews qui les intéressent eux. Tout Pas à les fait. interviews. Voilà. Je suis d'accord, c'est ce que je suis en train de dire. Alors pourquoi les contacter puisqu'ils ne disent pas. Parce qu'en fait, si votre action a suffisamment d'ampleur pour qu'ils soient obligés d'en parler, à ce moment-là, il va falloir faire en sorte que quand le journaliste il est là, il n'y a personne d'autre qui lui parle que les gens qui se sont préparés à lui répondre. Et quand vous répondez à un journaliste, vous ne faites pas 5 minutes. Parce que quand vous racontez pendant 5 minutes, vous pouvez être sûr que vous avez 4 minutes de conneries. Enfin, de conneries. Excusez-moi, c'est de choses. Voilà, vous allez raconter des anecdotes. Ah oui, puis on a eu des problèmes et tout ça, parce que si, parce que ça. Et là, elle passe, tiens, on a eu des problèmes. Ah ouais, c'est nul ça. Non, non, vous avez remarqué, il y a certains, en fait, vous vous entraînez. Vous avez un message à faire passer sur telle revendication que vous avez, vous le répétez 3 fois. Hein. 3 fois. Et vous repose la question, mais d'ailleurs, c'est pour ça qu'on est là, c'est parce qu'en fait. Et puis vous repose une autre question, mais d'ailleurs on est là parce qu'on veut demander ça. Et il faut s'entraîner. Hein. Se battre avec les mêmes arguments de langage que la REM. Je voudrais dire quand même quelque chose, c'est que le mouvement des Gilets jaunes, il est né à partir d'une contestation d'une taxe qui était presque, qui bloquait les gens les plus pauvres. On l'a vu un peu partout, ça a explosé. Très vite, on en est arrivé à un problème de contester la justice sociale qui n'existait plus dans le pays. C'est-à-dire beaucoup de gens sont payés vraiment très peu. Et ensuite, on en est arrivé à la contestation aussi du partage, ce qui est maintenant un peu le partage, disons, de la recentralisation d'État, où les services publics qui étaient décentralisés à un moment donné sont recentralisés et donc appauvrissent tout le pays. Et quand nous contestons les Gilets jaunes, toutes ces politiques, on remet en question tout. Et c'est là qu'est la différence avec les écologistes, où vous remettez quelque chose de beaucoup moins de choses en tête. Beaucoup moins de choses. Le noir, c'est un marqueur permanent de la écrit et ça. Et c'est là qu'est la différence. C'est pour ça que nous, on sort de front à quelque chose. On sort de front à quelque chose parce que c'est un mouvement social. Et on ne peut pas comparer l'un avec l'autre. Alors, c'est pas comparable. Pardon. Et le noir, c'est pour papier, et le vert, c'est pour le tableau. D'accord, ben j'ai trouvé une papier. Alors, ce que tu dis est hyper important. En fait, dans tous les petits films, toutes les actions, en fait, il y a des gens qui travaillent avec eux, qui font des formations. En fait, c'est pas du spontané. Ça apparaît dans le film, là, il parle qu'il y a eu des... Il le dit, c'est les Américains. Il y a des équipes américaines qui ont essayé à bien structurer, à paraître joyeux plutôt qu'à paraître toujours parler de ce qui allait pas. Je rebondis juste une seconde. Apparaît en filigrane quand même que la politique extérieure des États-Unis, elle a joué un grand rôle. 1 pour l'établissement de Pinochet et 2 pour sa sortie. Alors, parce que c'est peut-être plus des mouvements indépendants. Non, mais il s'appuie sur le mouvement de contestation dans le pays. Enfin, c'est quand même les États-Unis qui ont mis en place la dictature grâce à Coca-Cola, à la de cuivre, ITT. Bon, mais c'est en filigrane. Alors, en filigrane, ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'à la fin, on sent bien que les États-Unis, la CIA, très probablement relâchaient le pied et repermettaient une démocratisation à partir du mouvement social, ça d'accord. Mais il ne faut pas, ce sont des pays qui sont sous la domination des États-Unis et ça change tout. Nous, c'est pas notre propre, on n'est pas tout à fait comme ça. Alors, déjà, on n'est pas un pays, disons, pauvre. Alors, attends, déjà, j'évite toujours, dans une analyse politique, de faire des amalgames, des boîtes où on enferme en particulier, par exemple, les Américains.
C'est-à-dire, en fait, c'est comme si on enfermait les Français. Si on disait les Français, c'est tous des macronistes, c'est tout. En fait, vous voyez bien, et vous en êtes Limoges, qu'à l'intérieur de la France et du gouvernement français, il y a une société civile qui est différente. Aux États-Unis, c'est pareil. C'est-à-dire, en fait, tu as tout à fait raison, c'est le système américain qui a mis en place Pinochet, qui a renversé Allende, et c'est des gens de la société civile, des opposants, qui vont aider les autres opposants. Hein, ça marche toujours comme ça. Et en fait, il n'y a pas d'un... Voilà, il faut séparer. C'est pas les Américains, le gouvernement, les institutions américaines qui sont venues les aider. C'est des militants. D'accord? Alors, ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, et ça c'est un des problèmes clivants par rapport à la non-violence, je ne l'ai pas dit. Mais en fait, vous savez, le contraire de la non-violence, c'est quoi? La non-violence? Le contraire, c'est... Eh ben non. Le contraire de la non-violence, c'est la passivité. Parce que chaque fois que vous avez un conflit, chaque fois que vous avez quelque chose qui vous est contre, en fait, généralement, vous ne vous révoltez pas. Vous l'acceptez. Quand vous êtes, même dans votre vie familiale, même professionnelle, quand vous subissez quelque chose, la première réaction des gens, c'est la passivité. Et une fois que vous avez décidé de refuser ça, à ce moment-là se pose la question de savoir par quelle méthode vous allez le faire. Et c'est là que apparaît le débat violent-non-violent. Mais la première chose, c'est déjà avoir envie de se révolter. Martin Luther King, il disait, son premier travail a été de réveiller l'agressivité des Noirs. Vous savez, les États-Unis, ce grand pays démocratique, avaient l'apartheid encore en 1960. Hein. Les places réservées aux Noirs, réservées aux Blancs, interdites aux Noirs. Et en fait, son premier travail, les Noirs, ils acceptaient. Il n'y avait pas de révolte. Et Martin Luther King, quand il a son premier travail, a été de dire aux Noirs, mais oh, arrêtez d'accepter. Donc attention. On est complètement dans ce débat, hein, parce que nous, quand est-ce qu'ils vont arrêter d'accepter tout ça? Exactement. C'est ça la fatalité. Exactement. Et le base de la non-violence, c'est ce qu'on appelle la non-collaboration. Le premier, je reviendrai après à ce que je voulais vous dire, moi j'aime bien parce que le citer, c'est que la première personne qui a vraiment théorisé tout ce qui est la stratégie de l'action non-violente, en fait c'est un Français. La Boétie, discours de la servitude volontaire. Donc ça remonte à quelques années. Et en gros, il racontait que tout tyran, il ne tient sa force, son puissance, que parce que les gens, ils acceptent de lui obéir. De la servitude volontaire. Et il suffit que les gens refusent d'obéir pour qu'à ce moment-là, c'est comme si sur une statue, on retirait le socle et le tyran, il s'écroule. C'est la base de la non-collaboration avec l'injustice. Et la base de la non-violence, c'est ça, refuser de collaborer avec l'injustice. Et par rapport à la tactique, chez les non-violents, le pouvoir, il est vu, surtout dictatorial, il est vu comme un triangle qui repose sur une pointe. Et pour qu'il tienne, ce triangle, et bien en fait, je prends une autre couleur, même si c'est en fait, il tient parce qu'il a des appuis. Et les appuis, ça va être tout ce qui va légitimer ce pouvoir. Ça va être la police, ça va être l'armée, ça va être les commerçants, ça peut être les agriculteurs, ça peut être les médias, ça peut être... les banques. Pardon? Les banques. Les banques. Les banques, l'économie, les entreprises, etc. Et dans une stratégie non violente, ce qui se passe, c'est que la force de la non-violence, elle repose sur le nombre. Sur vous. Et souvent, on est les mains nues. En face, ils ont les lanceurs de balles de défense, les trucs, ils ont l'armée, etc. Et ils sont une puissance beaucoup plus grande que ce que nous, on peut faire. On peut balancer quelques cailloux, ça ne va pas faire mal. Quand ils nous balancent des grenades, de notre côté, ça fait un peu plus mal. Du coup, on ne va pas pouvoir se bagarrer sur ce terrain-là. On dit souvent, il ne faut pas être sur le terrain de l'adversaire. En fait, on ne peut pas, un mouvement social,
il va pas pouvoir changer vraiment le monde sur une confrontation globale. C'est d'un seul coup. Donc, on a théorisé beaucoup les révolutions violentes qui avaient des armes et qui renversaient le tsar, etc. Mais en fait, généralement, tous ces systèmes révolutionnaires qui ont réussi à avoir déjà des armes, un système d'organisation hyper militarisé, et à la sortie, vous avez souvent une dictature. Et moi, je ne vous l'ai pas dit, en fait, c'est pas ça, c'est pas ce changement-là que je veux. Du coup, je suis un peu obligé de penser stratégiquement autre chose, et c'est un peu comme ça que je... 1789, c'est une dictature qu'on a eu après. Pardon? 1789, c'est une dictature. Bah oui. La terreur. La terreur, on est d'accord. Ah ouais, moi je trouve la Révolution française. On est d'accord, La Révolution française, je le dis franchement, c'est vraiment un mauvais modèle. Et je vous fais une anecdote. En fait, toute la guerre, parce que j'ai pas mal milité contre la guerre en ex-Yougoslavie, vous savez, la Bosnie, le Kosovo, etc., en fait, ils étaient tous des adeptes de la Révolution française. Qu'est-ce qu'il a dit, la Révolution française? Un peuple, une langue, un territoire. C'est ça, la Révolution française. C'est pour ça, et c'est à ce titre-là, que les Parisiens, ils ont supprimé la langue basque, la langue l'Occitanie, la Bretagne, etc. En fait, c'était ça. Et quand les Serbes, je ne vais pas passer le film, mais les Serbes, en fait, ils étaient un peuple, ils voulaient leur territoire, leur langue. Et les autres, on ne les veut pas. Ça s'appelle de l'épuration ethnique. Et ils ont fait de l'épuration ethnique, là, aux portes de l'Europe dans les années 80. Bref, je reviens. Donc ici, si on n'a pas la puissance de tout renverser tout ça, on a deux solutions. Soit on est passif et on dit ben, on ne peut pas, on baisse les bras, soit, et c'est ce que je vous propose, c'est d'analyser, mais comment on va renverser ça? Et bien en fait, ça va être de s'attaquer à un élément à la fois. On va viser, alors, par exemple, quand on parlait des banques, prenons les banques. C'est ce que fait AFV, COP21, Alternativa, les amis de la Terre, quand ils ont lancé la campagne par rapport à l'investissement dans le charbon des banques. En fait, ils ont pris ce schéma-là. Ici, il y a le pétrole, tout le système là, qui repose carboné. Ils disent, ben, en fait, c'était la remarque tout à l'heure, qu'est-ce que ça va changer? On fait une manif là pendant 3 jours. Ben non, mais en fait... La manif était... Non, mais le coup, l'action était bien, c'est juste le slogan à la fin. La guerre c'est mal, voilà, c'est juste mignon, c'est pas... Oui, mais c'est un slogan qui inscrit une petite action dans une stratégie plus globale. Nous, notre stratégie, il est de renverser ce système-là. Donc on va s'attaquer aux banques en disant refus de l'investissement là-dedans. Si vous obtenez, et c'est ce que a obtenu déjà les amis de la Terre et Alternativa sur par exemple la Société Générale, de baisser les investissements. Et du coup les banques, elles commencent à baisser. Si vous enlevez un élément, ici, vous déstabilisez l'ensemble. Mais comment on fait pour se passer d'une banque? Crypto-monnaie. Eh bien en fait, je réponds. Et en fait, le problème, c'est pas de se passer d'une banque, c'est de choisir sa banque. En fait, la campagne n'a pas été de dire enlevez tous vos avoirs de toutes les banques. Non, c'est de pointer une banque. Encore une fois, on est toujours sur un point, un objectif qui paraît limité, mais qui permet en fait à la Société Générale, en fait c'était clair, le mot d'ordre, si vous avez une banque à la Société Générale, enfin votre compte bancaire à la Société Générale, changez de banque. Et vous le déclarez. Parce que l'action non violente, c'est de le dire. Si vous le faites en quelques minutes, de toute façon, il y en a plein qui changent. Donc ça n'intéresse pas. Par contre, vous allez voir votre banquier, vous lui dites, écoutez, je viens d'apprendre, là j'ai mon tract, je viens d'apprendre que vous êtes là, moi je demande à retirer mon avoir, je ferme ma banque parce que je vais aller dans une banque. Bon, peut-être que les autres ne sont pas forcément toutes parfaites, il y en a quelques-unes qui sont mieux quand même, plus éthiques que d'autres, et vous le dites au banquier. Le banquier, pas fou, il va le faire remonter. Et en fait, en haut, quand ils s'aperçoivent que l'image qu'ils essayent de renvoyer, qu'ils sont la banque sympa au niveau de tout le monde, et bien en fait, ils changent. Et ils ont changé.
C'est-à-dire la Société Générale s'est désinvestie du gros projet. Et du coup, vous avez ici commencé à grignoter le pouvoir. Alors, attends, excuse-moi, il avait levé la main avant. J'ai quelques petites remarques par rapport au reportage qu'on a vu là sur le Chili. Qu'est-ce que le renversement de la dictature a apporté aux Chiliens? Ah ben, quand même, un peu plus de démocratie. Beaucoup plus. Oui, qu'est-ce que ça a changé pour les retraités qui aujourd'hui continuent là, le système ultralibéral qui a été mis en place par Pinochet? Ils ont toujours pas d'infrastructure, pas de service public. Les barrages hydroélectriques ne leur appartiennent pas. Les autoroutes ne leur appartiennent pas. Les versements des retraites aujourd'hui, c'est que des retraites par capitalisation. Ils n'ont rien. Qu'est-ce qui a changé la fin de la dictature Pinochet en fait, il y a eu de grandes avancées sociales, en particulier quand il y a eu la présidente Bachelet. Et la présidente Bachelet a pu être élue, justement, grâce au fait qu'il n'y avait plus la dictature. Mais est-ce que ça a remis en cause l'ultralibéralisme qui a eu en Chili? Ça a limité. Parce que c'est ça aussi qu'on dénonce dans la politique d'Emmanuel Macron depuis plus de 30 ans. Je peux intervenir. Oui. Tu avais des stades qui étaient pleins de gens qui étaient reprises. Il y avait des stades qui étaient pleins de gens qui étaient en 73, je sais pas, tu ne devais peut-être pas être né à ce moment-là. Et je veux dire, les gens qui ont connu ça, ils savaient tout ça. Et donc tu avais des stades où les gens étaient emprisonnés justement sans procès, où ils étaient mutilés, où ils étaient torturés, tués. Je veux dire, après la chute de Pinochet, il n'y a plus eu ça. Moi je trouve que c'est déjà un gain extraordinaire. Tu vois. Non, mais alors, en plus, il y avait une terreur qui existait du temps de Pinochet, qu'il n'y a plus après. Ça aussi, c'est extraordinaire. Alors après, que tout ne soit pas parfait, et qu'il y a encore une emprise des banques, etc., sur le système, c'est une chose. Mais il faut voir ce que tu as avant et puis ce que tu as après. Et vous pensez que c'est les manœuvres pacifiques, non violentes qui ont conduit à ça? Parce que là, en fait, dans l'exemple qu'on a vu, si je ne me suis pas trompé, dans le reportage, était prévu institutionnellement déjà un référendum, ce qui n'a absolument pas été aujourd'hui. L'opposition est organisée, aujourd'hui elle ne l'est pas, et les Chiliens se reconnaissaient dans une identité commune, notamment à travers l'Église, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui ici en France. Attends, si tu veux me faire dire que nulle part on a réussi à mettre un régime parfait, je suis le premier à le reconnaître. Donc en fait, on est... Oui, non, mais moi je parle d'un régime que j'espère de ma vie. C'est en fait, on est toujours sur... le qui. Non, je souris parce qu'en fait, je fais référence à un mec qui s'appelait Mao Tse-tung, qui est pas ma tasse de thé, mais qui parlait toujours de révolution permanente. C'est-à-dire, en fait, on n'a pas, et ça c'est aussi un acquis, dans la base de la non-violence, mais plus largement, même dans le mouvement écologique maintenant, parce que le mouvement non-violent existait avant le mouvement écologique, c'est-à-dire il n'y a pas un avant et un après. Il n'y a pas, on est contre la théorie du grand soir qui va faire que d'un seul coup, tu prends le pouvoir et tout va changer. Ah mais j'ai pas dit ça. Non, c'est pour dire qu'on est sur du perpétuel combat. Alors, j'étais parti sur autre chose. Moi, je ne suis pas tout à fait convaincu. Le passé, c'est bien, ça nous apprend des choses, mais je crois qu'on est obsolète là. Parce que ce que nous on fait là, l'opposition, la mondialisation, l'européanisation, le font aussi. Parce que justement, le triangle est bien. Sauf que le triangle il représente une entité, et nous, les personnes, beaucoup plus nombreuses que ceux qui nous dirigent. Ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est pourquoi nous, quand on se révolte, au vrai sens du terme, ou pas au vrai sens du terme, on ne peut pas prendre le pouvoir. C'est là que pour moi c'est compliqué dans ma tête. Alors il y a le pouvoir de l'argent. Parce que le pouvoir de l'argent, quelque part, vu qu'ils sont peu nombreux, mais qu'ils ont les finances, ils nous écrasent. Ce qui n'est pas logique. Parce qu'on devrait, nous, les écraser. On est plus nombreux. Et pourquoi on les écrase? Alors, attends, je finis. Excusez-moi. Je finis ma théorie. C'est que c'est bien. J'apprécie. Enfin, je vous donne mon point de vue là, perso. Ça n'engage que moi, évidemment. Mais chaque fois, on a toujours un temps de retard. Un gros temps de retard. Parce que là, sur le reportage, derrière les Américains, puis à un moment donné, on parle même de Cuba.
On parle donc de régimes complètement différents, mis en imposition. Donc c'était déjà une bataille pour la mondialisation. C'est mon avis. Et maintenant, on est en plein dedans. Mais grave de chez grave. À tel point que même n'importe quel pays où, comme nous, les Gilets jaunes, quand on s'est un petit peu révolutionné, à un moment donné, ils ont un peu tremblé, je crois. Je crois que les grands européens et même voire mondial, ils avaient un fort appui pour nous décider, parce qu'il n'y a personne. Oui, ça a bougé en Italie, on voyait bien que tout le monde voulait un peu nous rejoindre, mais à la sortie... Donc je crois qu'on a un temps de retard. Puis alors je vais finir par... Enfin, je vais finir par quelque chose qui va vous déplaire. C'est que ce temps de retard fait que chaque fois, il y a des groupuscules comme COP21, un peu les gilets jaunes, maintenant on va dire, nous on est tout neuf. Mais vous êtes beaucoup plus vieux. Greenpeace, qui je sais, est subventionné, fait tous ces grosses... ça fait 20 ans, 10 ans qu'ils existent. Donc, c'est vrai que ça contrecarre cette mondialisation, cette ultra-libéralisation, comme il dit mon ami Louis, mais chaque fois ils nous acculent et ils arrivent où ils veulent arriver. Soit on nous tape sur la tête, soit on va avoir des actions non violentes. Et là, je suis un peu... quoi. Voilà. Voilà, je vous ai fait bon. Je réponds ou... Allez. Répondez. Alors, non mais je suis bien conscient que on est sur un temps de mondialisation de plus en plus grand et que ça nous interroge dans notre conception qu'on avait du changement politique. C'est-à-dire, en fait, vous savez, la mondialisation, quand elle date, l'ouverture de l'économie française à la mondialisation, 73, Giscard d'Estaing. Oui, la dette, quand on a créé la dette. Non, quand il y a eu Quand on a arrêté d'emprunter à la Banque de France à 0% et qu'on a emprunté à la banque privée. Non, c'est 1973. C'est un peu plus tard. Non, ce que je veux dire, c'est qu'en fait, ça se tient. Il y a eu la crise du pétrole, parce qu'en fait, les gens se sont dit, finalement, on va monter les prix. Ils se sont organisés, mais surtout, il y a eu une organisation, à l'époque, on appelait ça la trilatérale, je ne sais pas si vous vous en rappelez, il y avait Raymond Barre qui participait, c'était avant Davos, et en fait, c'était ce qu'on a appelé la division internationale du travail. C'est-à-dire de se dire, finalement, au lieu que dans chaque pays, on construise nos machines-outils, notre téléphone, nos machins, en fait, le système capitaliste, il a toujours besoin de plus. C'est un système qui est foncièrement instable. C'est d'ailleurs en fait, quand il ne sait pas faire la croissance zéro, s'il ne se développe pas, le système, il va s'écrouler. C'est pour ça qu'il y en a qui théorisent que le capitalisme amène la guerre. Parce qu'en fait, une des réponses qui était faite au début du XXe siècle, et même un peu du XVIIIe siècle, c'est en fait, pour grandir tout le temps, à un moment, de temps en temps, une bonne guerre, ça permettait de remettre des pendules à l'heure, de créer des systèmes. En fait, après la dernière guerre, 45, en fait, ils ont, les économistes, pensé à voir comment les grosses entreprises pourraient se développer sans forcément se foutre sur la gueule avec les voisins. Parce qu'en fait, ça commençait... La population civile commençait à s'organiser, etc. Et du coup, la division internationale du travail, c'est de dire, finalement, on va fermer, on va laisser, en particulier sur le marché européen, on va fermer les usines de machines-outils en France, et ça va être les Allemands qui vont les développer. Et nous, en échange, on aura, je ne sais plus bien qu'est-ce qu'on a développé, l'agriculture, le Concorde, voilà. En fait, on a eu cette organisation. Ce qui fait qu'aujourd'hui, effectivement, la France, elle est, je crois, le chiffre doit être de l'ordre de 75% de son économie ouverte sur le monde. C'est-à-dire, si on fermait nos frontières, vous avez 75% de notre production qu'on ne saurait pas quoi en faire. Mais, et en plus, le problème, c'est qu'on non seulement on est ouvert pour l'exportation, mais pour l'importation. C'est-à-dire, par exemple, je cite l'exemple de la machine-outil, parce que j'ai bossé dans une entreprise de machine-outil quand j'étais plus jeune. Et en fait, franchement, j'ai assisté à ça, quoi. Et ça, je vous parle sous
1981. Mitterrand. Moi, j'étais dans une usine où on avait occupé l'usine et tout, on avait contact, je montais à Paris, le ministère avait tous les grands discours, développé la machine-outil. Voilà, on a été fermé en bout de mois, qui nous ont donné plein de prix. Donc en fait, attends, excuse-moi, oui, on est sur un combat perpétuel, mais il y a des choses qui évoluent, et je suis positif. Parce qu'en fait, quand je parle de 81, par exemple, en fait, l'environnement, l'écologie, mais nous, on était plom tralala. Les non-violents, on était vus comme des complètement fous, marginaux. Aujourd'hui, et franchement, d'abord, si vous m'invitez, merci, mais c'est bien qu'on se rend compte qu'il y a un problème. Aujourd'hui, franchement, hier, là, j'étais dans mon jardin avec un t-shirt à 18 degrés, en mois de février. Mais c'est incroyable. C'est incroyable. Et ça, il y a de plus en plus de gens. Et le mouvement des Gilets jaunes, il part aussi de ça. C'est une certaine conscience qu'en fait, ouais, il y a le système, il est en train de tout faire pour les grandes métropoles, et quand tu habites à la campagne, voilà. Donc, c'est un combat perpétuel. Excuse-moi. Vas-y. Je vais un peu perturber peut-être ce que tu nous as présenté, mais je pense que ça va permettre aussi d'avancer un peu par rapport à ce qu'on peut se projeter par rapport à ce que tu nous présentes. Moi, je trouve que le film était très intéressant. Hein. C'est vrai qu'il nous a rappelé quelles pouvaient être un peu les différentes étapes d'une dictature. Je pense que forcément, aujourd'hui, c'est l'actualité. Donc, ce que je dirais, c'est que nous avons tous été très étonnés un 17 novembre de voir qu'on n'était pas les seuls à avoir réagi à un appel qui avait été donné sur les réseaux. Donc on a été d'autant plus étonnés que tout le monde est étonné, que même les politiciens étaient étonnés de voir qu'il y avait autant de monde qui était capable de répondre à un appel, aussi simple que celui du carburant. C'est vrai que très vite ça a escaladé sur tout ce qu'il y avait de tout ça, c'est-à-dire tout le reste, et puis tout en même temps, il y a eu la réponse de notre gouvernement qui a été double. D'une part, la violence par les forces de l'ordre sur ceux qui ouvraient trop, et d'autre part, l'endormissement de tout le reste de la population par les médias. Moi, clairement, ça a été les deux. Ça a été la violence et la non-violence, et puis les deux fonctionnaient. S'il s'en est suivi, on peut le dire quand même, une forte baisse du nombre de personnes, car force est de croire qu'entre le 17 novembre 2018 et puis quelques mois plus tard, on n'était plus autant que le 17 novembre 2018. Oui, mais ça c'est l'usure. Alors, il y a eu l'usage de l'usure justement d'un gouvernement qui a joué clairement la carte du pourrissement, clairement la carte des médias qui endormissaient, et tout en même temps une violence de plus en plus incroyable, jamais vue depuis des années, innovante, qui se perfectionnait en même temps que les manifestants se perfectionnaient aussi sur le terrain. Parfois aussi, l'accès à la violence, permettre l'accès à la violence des manifestants. Donc ça, c'était quand même un peu nouveau, parce que je pense, par exemple, laisser des pavés, la veille, il va y avoir quelque chose sur les Champs-Élysées. Vous voyez, quand on parlait des choses comme ça, des fois, elle a été provoquée pour justement jouer avec. Et ce qui arrive, c'est que nous, on a fait un décompte depuis un an, on a fêté les Gilets jaunes, nous, un an, et puis on a, je trouve, depuis ce 17 novembre 2019, de l'amertume qui arrive de plus en plus, qui se voit encore aujourd'hui sur ce qu'on est en train de se diffuser entre nous, sur Facebook, et on fait le triste constat à la fois d'une population, avec un petit bémol sur quand même les mouvements CGT, les mouvements interprofessionnels qui sont réveillés en décembre, donc ça je mets un peu à part, de certains groupes. En ce moment, nous, on est très en lien avec les enseignants. Mais ceci dit, s'il n'y avait pas eu ce 5 décembre pour nous redorer un peu les choses, mais nous, on a envie de leur dire, on l'a déjà vécu depuis le 18 novembre, et eux-mêmes, dans leur petit groupuscule, se rendent compte des mêmes choses. La CGT qui finit à 300 à Roussillon, alors qu'avant, ils mobilisaient 2000. Tout le monde a, donc c'est un peu la reproduction de nous, ce qu'on vit depuis un an, eux ils le découvrent depuis le 5 décembre. Et ce qu'on voit, c'est qu'on est sur cette triste amertume, qu'on est maintenant dans une autre phase. On est dans une autre phase avec ceux qui sont prêts à être non violents, donc comme vous le disiez, actifs, hein, c'est ça, c'est-à-dire non collaborateurs. Et toute cette masse flûte dans un masse de non collaborateurs, il y avait quand même des collaborateurs un certain 17 novembre 2018. Donc là, ça nous pose vraiment problème. Et c'est pour ça que là, si jamais ce discours, c'est pour aussi vous le rendre et vous rendre la parole,
c'est que nous, on a certainement deux craintes. Moi, je vous en dis une crainte. C'est que la première crainte que je dis, je pense qu'on n'en parle pas assez, alors peut-être que je me trompe, mais à mon avis, on n'est pas au bout de nos surprises de l'ampleur que peut prendre la dictature de Macron. Parce que pour l'instant, au niveau violence, je suis désolée de vous faire peur, mais c'est du pipi de chat. On a eu quand même des camps qui ont été placés, je crois que c'est dans le 17e, hein, ils ont pris des bus et des bus de manifestants, ils les ont mis derrière des barrières, devant des bâtiments. Les Gilets jaunes ont tout de suite fait leur approcher la photo nazie, la photo de ces camps-là, et je peux vous dire que ce jour-là, ils sont restés un jour, reprenez-moi, hein, mais ils sont restés dehors. Et ça, c'est une image qui nous est restée. On a dit, mais dedans, ils n'auraient pas pu faire des gardes à vue de 1 jour, 2 jours, des gardes à vue de 1 jour, 2 jours, 3 jours, et ça nous trotte dans la tête. Parce qu'on ne sait pas jusqu'où Macron peut aller. Et ce qu'on sait par contre, c'est que nous, on a la franche impression d'avoir raté la première année. Voilà. C'est-à-dire qu'on avait une possibilité d'être non violent et d'agir par le nombre, et on se retrouve privé de notre nombre. Vous comprenez bien? Donc de là, on a deux choses. Un, on fait appel à vous, avec la non-violence, avec la possibilité de mobiliser, de toujours rester dans la non-violence. Mais ce qui apparaît dans nos groupes, c'est que maintenant on a de plus en plus ce qu'on appelle nous des déterres. En gros, des violents. Des déterres qui disent, mais c'est maintenant ou jamais, il faut revenir sur quelque chose. Et là, on revient un peu sur cette révolution française, qui malgré tout, pour certains Gilets jaunes, reste un exemple qui aurait fondé notre peuple. Voilà. Donc, je vous remets tout ça en main parce que nous, on a vraiment l'impression débrouillez-vous. C'est bien, il me reste 3 minutes. D'arriver sur une sorte de phase où on a peur qu'il y ait, justement, quand je vois les années Pinochet, bah, ça dure 5 ans, ça dure longtemps, ça dure le temps d'une guerre. Il va y en avoir certains qui vont s'en prendre plein la gueule, et ça sera les Gilets jaunes. Et puis d'un côté, les pacifiques, les non-collaborateurs qui valident finalement par la passivité. Je voudrais finir tout ça en vous disant que on a eu un problème justement par rapport à la stratégie de la Macronie. Et on l'a vu de façon minuscule, mais très représentative, sur l'intervention qu'ont fait les Gilets jaunes de Vienne en convergence avec tous les autres Gilets jaunes et les enseignants, et on a réussi à faire un coup de putsch sur une présentation municipale de Madame Abadi, et puis après il y a eu tout le lot de réponses médiatiques, notamment de cette Madame Abadi, qui s'est bien caché, qui a bien ciblé les choses en parlant que des Gilets jaunes. Et là, je vous cite ceci, je parlais avec Julien, je lui disais, le gouvernement semble ne laisser visible qu'une seule opposition, les Gilets jaunes, et faire oublier tous les autres. Il faut savoir que cette action avait été menée avant tout initiée par le groupe enseignant, c'est quand même impressionnant. C'est le refus de la pluralité des idées et des groupes citoyens. Un seul adversaire à abattre et l'obligation pour les autres de se ranger de l'avis des dirigeants. Donc en voulant mettre en avant les méchants Gilets jaunes, ils sont quand même, ils cassent la pluralité, ils cassent les groupes citoyens. Pour moi, c'est clairement la mise en place d'une dictature. La lutte s'annonce rude et longue, on lâche rien. Voilà. C'est bien. Tu veux intervenir? Bravo. Tu veux intervenir Moi, je voulais vous poser une question. Qu'est-ce que la dictature et qu'est-ce que la démocratie? Pour vous, déjà. Et en même temps, vous avez dit qu'il n'y a pas de régime parfait. Pourtant, il y en a un. Ok, alors je vais vous répondre. Je vais essayer. Alors, déjà, je m'excuse parce que ça fait beaucoup je vais vous donner mon opinion. Je ne veux pas être donneur de leçons. Donc, alors c'est une opinion que je me suis forgée parce que ça fait quelques années que je me dis. Et après, voilà, j'accepte les critiques. Mais voilà, ce que je voudrais dire déjà, la démocratie, pour moi, c'est quelque chose, c'est un système politique où on va essayer de vivre ensemble avec nos différences et qui ne se résume pas à du 51-49. C'est-à-dire, en fait, je ne mets pas en avant le parlementarisme en premier. En fait, une bonne démocratie, ça va être c'est un système qui va respecter les minorités. Et pour ça, en fait, c'est un système qui va avoir le droit de citer au contre-pouvoir. C'est pour ça que je suis très critique avec pas mal de partis politiques
un peu, on dirait, traditionnelle, la gauche, etc., qui avait une vision où on dit faites-moi confiance, on prend le pouvoir, et après, bon, le Parti socialiste, à un moment, il a eu la présidence, l'Assemblée, le Sénat, toutes les grandes villes, les régions, les départements. Et ils en ont fait un peu plus de libéralisme. En France, il faut le savoir, les inégalités ont augmenté pendant la période de Mitterrand. Non, mais c'est sûr. Du coup, je veux bien être de gauche, mais pas de cette gauche-là. Donc déjà, ça répond un petit peu. Sur 14 ans. Sur 14 ans. Je me dis, l'autre, on peut faire sur gauche et droite. Ouais, j'ai fait. Moi, ça me choque. Il veut sortir tout le Alors, dictature, je vais revenir. Moi, j'avais marqué. Alors, par rapport à pour te répondre, j'essaie d'être répondant. Tu as parlé des réseaux sociaux. Maintenant, c'est un des éléments qui va renforcer le système, mais parce qu'en fait, on essaie de nous faire croire que c'est vachement sympa, on peut tous communiquer, mais vous lisez la presse comme moi, vous apercevez qu'il y a de la manipulation. Et les fake news, ça ne va pas dans le sens de la démocratie, pour moi. Il y a qu'à voir, aux États-Unis, Trump et Bolsonaro, ce sont les enfants des fake news et des réseaux. Donc en fait, attention, c'est que ça a l'impression de nous aider, on a vu les printemps arabes qu'on vient utiliser, mais pardon. Non-violence, à un moment, je te reprends parce que tu dis, le gouvernement, il a utilisé la répression d'un côté, et puis la non-violence en parlant. Il n'a pas utilisé la non-violence. Il a utilisé le discours de « je vous ai compris, on va faire un grand débat ». Et ça, c'est une constante dans les mouvements sociaux. C'est chiant. Et il parle geste. Ouais, il comprend. Ça, c'est une constante de tous les mouvements sociaux dans l'histoire. Vous avez toujours la matraque et la carotte. C'est-à-dire la matraque, la répression. Alors maintenant, c'est vrai qu'on a utilisé pas mal de systèmes, je vais y revenir. Et la carotte, c'est pour essayer de tromper les gens. Et donc, en fait, aujourd'hui, la répression, vous l'avez eu, on l'a bien vu, ça est castagné. Il y a le problème de ce qu'on appelle le nassage des manifestants. Je veux dire, en fait, ils ne s'emmerdent plus, ils te bloquent. Hein. Ça a été utilisé avant les mouvements des Gilets jaunes, place Bellecour. Il y a une manifestation, là c'est tout le monde bloqué pendant 3 heures sur la place publique, impossible de sortir, même pour aller pisser. Et puis la carotte, c'est le grand débat, nous allons discuter tous ensemble, pour essayer, je dis bien, mais malheureusement ils n'ont pas essayé, ils n'ont pas arrivé, c'est de remettre un mouvement qui était hors institution, des Gilets jaunes, dans un cadre institutionnel. Parce que le système démocratique, il est très institutionnel, et il te permet de baratiner pendant des heures et te faire élire pendant des années, sans que rien ne change. Sans que rien ne change. Et ça, c'est un danger. Et c'est pour ça que nous, dans les mouvements, les forums sociaux mondiaux, etc., on fait toujours une différence entre ce qu'on appelle la société civile et le système politique. Le système politique, pour moi, il ne fait pas partie de la société civile. Et quand je vous parlais tout à l'heure d'une démocratie qui a des contre-pouvoirs, c'est le renforcement de la société civile. Et nous, les non-violents, on s'appuie sur la société civile. Parce que c'est là où il y a les gens, et c'est là où on doit organiser et même avoir des responsables qui vont servir de contre-pouvoir. Dans les mouvements en Amérique latine, pour revenir avant Pinochet, il y avait déjà toutes les années noires, où il y avait l'assassinat de tous les leaders sociaux, syndicaux, des curés qui étaient pour la déclaration. C'est en fait, on essaie d'éliminer la société civile. L'importance, il a dit l'histoire du contre-pouvoir. Et on en a parlé avec AMV il n'y a pas longtemps. Justement, c'était par rapport à certaines listes, aux listes, etc. Mais la politique d'AMV, c'est d'être un contre-pouvoir. Et je pense que nous, Gilets jaunes, c'est ça qu'il faut qu'on tende vers ça aussi, c'est être ce contre-pouvoir et profiter
le réseau, l'aura qu'on peut avoir pour être ce contre-pouvoir. Et pour l'organiser. C'est-à-dire en être conscient et voir comment vous allez pouvoir faire. Alors attends, excuse-moi, je voudrais juste encore un petit schéma. Dans ce qu'on appelle un peu la triangulation d'un conflit, en fait, vous avez le pouvoir, et puis vous avez, alors, je vais mettre, pour faire court, la société civile, et qui s'oppose. Là-dedans, il y a le tiers, la partie tiers, c'est ce qu'on appelle l'opinion publique. Et comment pardon? Ah ouais, non mais ça ça a été théorisé depuis longtemps. Et comment tout ça se joue? Et bien en fait, ça va se jouer par les médias. C'est-à-dire le pouvoir va toujours... alors je pars du principe qu'il y a confrontation entre les deux, bien sûr. Et qu'en fait, il n'y en a pas... La société civile arrive pas à renverser le pouvoir. Mais je vais être plus vicieux. En fait, j'en ai rien à foutre qui renverse le pouvoir. Ce qui m'intéresse, c'est qu'on change le système. Oui, ben voilà. Et que, aussi, hein. parce que moi, j'ai vu passer, bon, j'étais gamin encore sous De Gaulle, Pompidou, Giscard d'Estaing, Mitterrand, Sarkozy, Hollande, Macron. Et j'aurais tendance à aller. Et là, je vous dis, c'est pas grave, de toute façon, ça ne change pas grand-chose. On joue sur la frange. Hein, mais le libéralisme se développe en France. La pauvreté, en France, elle est en train de se développer. Et pour la première fois, depuis quelques années, non seulement, jusqu'à présent, en fait, ceux qui avaient plus d'argent, ils montaient. Les pauvres, ils montaient, mais un peu moins vite. Ce qui fait qu'en fait, il y avait l'écart. Les dernières études, c'est que les pauvres sont en train de descendre. Non seulement ils ne montent pas, c'est-à-dire en fait la théorie du ruissellement, hein, ça ne marche pas, mais en plus les pauvres sont de plus en plus pauvres. Donc on a vraiment, franchement, bref, je reviens, donc les médias sont là. Nous, le mouvement de la société civile, qu'est-ce qu'on a pour toucher l'opinion publique? En fait, c'est là qu'apparaissent les manifs. C'est là, éventuellement, à faire avec un travail avec les médias, parce qu'en fait, il y a des médias. Et quand je dis médias, c'est au sens large, il n'y a pas que le progrès dans la vie, hein, ou le Dobé. Il y a aussi il y a des réseaux sociaux, il y a des médias qu'on appelle alternatifs, qui jouent un rôle, ils sont plus petits, mais n'empêche qu'ils finissent par toucher pas mal de monde. Et ça va être tout ça qu'il va falloir penser, structurer. Quand vous faites une manif, et je vous dis toujours, je vous dis pas, j'ai jamais eu l'occasion de vous le dire, mais je vous le dis par rapport à ma formation, il y a des gens qui font des manifs et en fait ils passent leur temps à défiler, à discuter entre eux. Alors c'est sympa parce que c'est l'occasion de se retrouver, hein. Enfin, bon, les machins, les petits derniers, comment ils va, ça. Et les gens qui sont sur le trottoir, souvent, ils ne savent même pas exactement pourquoi ils regardent. Et en plus, il y a la solo qui crie, et tu sais, ça crie tellement fort, tu ne comprends même pas exactement. Alors tu as quelques banderoles quand même, de temps en temps, mais franchement, j'ai pas l'impression, on dirait qu'on fait la manif pour nous, quoi. Et du coup, moi je le dis toujours, punaise, mais dans une manif, vous devriez vous organiser, il faudrait qu'il y en ait au moins 4-5 personnes qui de chaque côté distribuent des tracts aux passants qui regardent. Oui, mais les tracts, il faut les faire, il faut les payer, il faut les... Il n'y a pas de problème. Quand tu veux, il n'y a pas de problème. On arrive toujours à... Une parenthèse qui va illustrer ce que tu dis. Quand j'ai rencontré Julien, donc c'était pour la projection du film Graines de rond-point. Et à un moment donné, il y a quelqu'un qui a posé la question dans la salle en disant qui est-ce qui était sur les ronds-points, qui était gilet jaune, et qui est-ce qui ne l'était pas. Et finalement, les gilets jaunes qui étaient présents, ils ont été étonnés de voir qu'il y avait tant de personnes qui venaient assister au film alors qu'ils n'étaient pas du tout sur les ronds-points, ils n'étaient pas du tout déclarés a priori comme gilets jaunes. Mais pour autant, ça les a étonnés qu'il y ait autant de personnes qui s'intéressent à ce mouvement-là, qui en étaient sans doute solidaires, mais qui n'avaient peut-être pas pu ou pas voulu, ou voilà, qui étaient trop passifs, j'en sais rien quoi, aller sur les ronds-points, mais en tout cas, ils étaient là, et ils étaient nombreux. Voilà. Donc, en fait, on voit que finalement, des actions comme cette projection de ce film-là permettaient de sensibiliser aussi l'opinion publique. Alors là-dedans, il y a un petit point qu'on va parler, c'est les actions de pression, que moi j'ai tendance à appeler action directe,
sens non violent du Façon de terme. parler, hein. Non, mais quelque chose qui va pousser, en fait, à affaiblir des choses, des soutiens. Donc là, vous voyez que je ne m'attaque pas à l'opinion publique. Là, c'est des actions qui vont viser des lieux de pouvoir. Parce que c'est des lieux de pouvoir. J'en ai pas mis un, là. Il y en a un qui s'appelle la culture. Hein. La culture au sens que la majorité des gens, ils pensent que le pouvoir, il est là pour nous aider. Il est là pour le bien-être des gens. Et ça, c'est culturel. Alors que moi, franchement, mais si vous avez vécu un petit peu, vous apercevez qu'on se met le doigt dans le nez chaque fois qu'on pense que les gens sont élus pour refaire le bien-être général. Ça se serait. Ça se serait et ça se serait vu. Non, les gens sont élus et sont soumis à des lobbying qui font qu'ils vont appliquer des politiques dans un certain sens. Que le jour où vous voulez vraiment changer le système, vous allez percevoir que le système va s'auto-coincer pour vous. Et du coup, qui c'est qui est au pouvoir? Des gens qui, en fait, on va voir plus facilement les médias, la presse, ou le soutien. On n'est pas comme dans, heureusement, un peu mieux que dans le système américain, où, vous savez, les dollars, ça tombe, les millions de dollars, ça tombe à flot pour les plus riches. En France, on est limité. Mais quand même, regardez l'histoire avec Sarko, qui a dépassé ses frais de campagne. Il est allé les chercher où, son argent? Vous savez, il va passer en procès. Hein. Ça va être un peu... La justice, ça la connaît. Hein. Du coup, ici, et je voudrais parler de ça, parce qu'en fait, dans les Gilets jaunes, et dans toutes les actions de pression, en fait, il y a un élément qui est hyper important et qui, à mon avis, a joué pour vous, c'était les actions de blocage du rond-point. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand vous avez bloqué les ronds-points, vous avez emmerdé l'économie, au sens large. Vous avez emmerdé les camionneurs, vous avez emmerdé les livraisons et tout ça. Même les commerçants, ils commençaient à les avoir un peu là. Un peu les flics aussi. Un peu la police aussi. Et un peu la police. Et du coup... On les a fait travailler, quoi. Tout à fait. Et du coup, le problème qui se pose à tout mouvement sociaux, ça va être de les gêner. Mais de les gêner, pas pour qu'ils aillent dans la direction du gouvernement, de les gêner pour qu'ils vous aident contre le gouvernement. C'est ce qu'on appelle communément se mettre l'opinion publique avec nous. C'est-à-dire quand le gouvernement, il voit qu'en fait l'opinion publique, finalement, ils sont toujours plutôt proches des revendications, il est un peu gêné. Il est un peu gêné. C'est ce qu'on voit un peu dans le film. Hein. Franchement, il n'y a personne qui lâche le pouvoir parce qu'il a été converti par la non-violence. Hein. Alors je vous fais, ne me faites pas dire ça. La non-violence ne touche pas la conversion des cœurs. Encore qu'un grand non-violent américain il disait que si on a touché le cœur des patrons, parce que le cœur des patrons, c'est leur porte-monnaie. Donc en fait, moi je suis pas bien d'accord avec vous quand vous avez dit que quand on a bloqué, on s'est mis l'opinion publique avec nous. Non, au contraire. Hein. Moi je connais plein de gens qui me disent « Ah, tu me fais chier avec tes ronds-points bloqués. Oui, mais... » Non, au contraire, moi j'ai perdu beaucoup d'amis. Indéniable. On ne bloquait pas. J'ai perdu beaucoup d'amis et tout ça à cause de ça. La présence, par contre, c'est-à-dire d'avoir passé l'hiver au bout des ronds-points. Enfin, nous, je pense que tout le monde n'a jamais bloqué à Vienne. Mais ce qui a touché un moment, c'est de nous voir tous les soirs et voir tous les... Voilà, le soutien. On a fait chier beaucoup de monde, mais ce qui veut dire, c'est le soutien général. Par contre, moi, j'ai trouvé que les ronds-points, c'était super. Ah oui, mais c'est ce qu'il dit. Ça devrait toujours exister. Mais il y en a... l'autre, il a tout fait pour les dégâts. Mais on n'a plus le droit. On n'a pas le droit. On vient de les lister, il y en a quand même encore 200. 200? Ouais. Et il y en a encore, ils ont le droit d'être là où ils sont? Parce que nous, on n'a pas le droit. Pas en permanence. Je pense aussi qu'il y a une dose d'emmerdement que les gens sont prêts à accepter pour défendre une cause. Donc si tu te fais bloquer un rond-point dans ta voiture, si tu attends 2-3 minutes, 5 minutes, ça va aller. Si on te donne un tract, ça va aller, etc. Si tu attends 3 plombes et que ça perturbe toute ta vie, et bien là, ça se passe moins bien. Donc en fait, on est tous prêts à accepter un certain nombre de choses pour une cause.
Mais il y a toujours une limite. Mais en fait, les bouchons, je les ai tous. Du coup, alors attention, il faut toujours faire attention aussi à l'impression qu'on a de façon interpersonnelle. C'est-à-dire, en fait, vous allez toujours avoir des voisins qui vont trouver que vous êtes con, mais non, il faut faire ci, il faut faire ça. Parce que c'était ce que je vous appelais la partie culturelle. Quand c'est la famille. C'est-à-dire, il y a toujours des gens qui pensent que, bah écoute, déjà tu as voté, et puis en fait, les gens, ils ont quand même voté majoritairement pour Macron, donc c'est normal que Macron, il a plus sa politique. Vous allez toujours en avoir. Donc en fait, attention, moi je regarde, il faut avoir un peu, de façon un peu plus élevée, au niveau des enquêtes d'opinion, etc. Par exemple, aujourd'hui, les enquêtes d'opinion sont encore très favorables contre la loi des retraites. Ah bah oui. Et que du coup, l'un des problèmes qui se posent au mouvement syndical, c'est comment il fait pour que cette opinion publique puisse apporter son soutien. Et que malheureusement, et en tant que non-violent, je le dis depuis des années, les syndicats ont un peu trop tendance à ne penser comme moyen d'action que soit la grève totale, soit la manifestation. Et que du coup, entre ces deux trucs, et ben en fait, il manque d'utiliser d'autres outils qui permettraient à l'opinion publique de se mobiliser. Et je vous dis, de go, pour les gilets jaunes, moi, de l'extérieur, parce que je vous avoue que je me sens un peu de l'extérieur, mais en fait, le tournant, c'est quand vous êtes passé d'occupation des ronds-points jusqu'aux grandes manifs nationales, où là, ça a castagné, il y a eu de la casse, et là, BFM TV... Mais la casse organisée, hein. Mais bien sûr qu'elle est organisée. Par le gouvernement. Mais parce qu'en fait, et alors là je rejoins... c'est pas des gilets jaunes, hein. Non, mais attention, chaque fois quand vous voulez faire un mouvement social, on disait toujours on a un temps de retard, etc. Ça, je reprends la phrase, gouverner, c'est prévoir. On veut se gouverner nous. On veut se gouverner nous. C'est-à-dire, en fait, c'est à nous de prévoir. Moi, je dis toujours, si vous voulez faire une manifestation non violente, il faut l'organiser pour qu'elle soit non violente. Naturellement, elle va dégénérer. Naturellement, ça dégénère en castagne. C'est les éléments extérieurs. C'est des... oui. Même si on s'organise, on les utilise alors, il y a deux choses, il y a deux méthodes face à ça. Je suis d'accord, ce sont les éléments extérieurs. Vous avez deux solutions. Soit vous arrivez à neutraliser les éléments extérieurs, soit vous faites autre chose qui ne permettent pas à ces éléments extérieurs de faire ce qu'ils ont envie de faire. Alors je vous prends un exemple tout bête parce que j'aime bien que ça soit du concret. Les gens d'Alternative, ils ont organisé le contre G7 à Biarritz. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. Et en fait, ils ont empêché les Black Blocs de manifester. Par contre, eux, ils s'étaient organisés, c'est-à-dire en fait, ils savaient que Biarritz allait être complètement bloqué. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? En fait, 15 jours, 3 semaines avant, vous savez, les fameux portraits de Macron là, qui ont été piqués dans les mairies, ils les ont planqués à l'intérieur de Biarritz. Ce qui fait que quand le Biarritz a été tout bloqué, à l'intérieur du périmètre bloqué, ils ont sorti et ils ont fait leur manif avec les portraits. Mais ça, il faut l'avoir organisé bien avant. Bien avant. Il faut des moyens financiers aussi. Mais les moyens financiers, honnêtement, moi qui milite depuis des années, si tu veux... Pas sur ce qu'il vient de dire. Ah si, il faut des Non, moyens. pas sur ce qu'il vient de dire. T'as rien, tu prends... Faut y penser. Tu fais pas ça avec 100 sous. Mais non, c'est l'organisation. ANV, c'est super organisé. C'est l'organisation. Enfin, franchement, ANV, comme 21, à mon avis, ils avaient au départ moins d'argent que notre association du MAN. Maintenant, ils en ont plus parce qu'ils ont plus de monde. Mais vous, les Gilets jaunes, mais franchement, vous avez eu un soutien du tonnerre de Dieu, quoi. Franchement, c'est pas un problème d'argent. En fait, est-ce que vous avez récupéré de l'argent sur les ronds-points? Non. Parce que vous avez... Si, on a récupéré, mais on avait beaucoup de cas sociaux qui en ont profité.
Quand on a vendu Ça a été un peu... Non mais si, il y a certaines cassettes qui sont passées à l'as. Ok, non, mais sur tous les mois, non. Mais il y en a certains... Je te dis ça, peu importe, c'est pas mon propos, c'est dire que si vous vouliez, si vous aviez envie de faire ça, si vous aviez pensé... Il faut des leaders. Non, il faut une organisation. Je fais la différence. Et comment on fait une organisation? Déjà, on se réunit et on se met d'accord sur ce qu'on va faire. Et le problème du leader, alors, c'est un débat, hein. Franchement, c'est un débat, même dans le mouvement. Un coordinateur, alors. Je ne veux pas dire leader. Je préfère coordinateur. Alors, en fait, ce que tu as fait quand tu es allé chez Florence David, tu t'es couché par terre. Non, c'est organisé. Bon, mais peu importe, c'est organisé. On n'a qu'à le faire à chaque fois. S'organiser de la sorte. Si on s'organise chaque fois de la sorte, ça coûte rien. C'est ça, c'est ça l'organisation. Non mais René, tu sais très bien que c'est le manque de confiance en un leader qui nous a coûté le mouvement des Gilets jaunes. Là. On en avait même parlé la dernière fois. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Bah oui, d'accord. Comment tu vas organiser tout un truc national si la personne qui se fait confiance et que le premier qui essaie de tenter quelque chose. Sur le plan national, je ne sais pas comment ils font. On va y poser la question, je ne sais pas comment ils font la compétition au niveau national. Alors, il y a Quentin qui est là, il peut répondre aussi. Quentin, vas-y Quentin, donne ta réponse. Bonjour Quentin. Bonjour, désolé pour le retard, je n'ai pas vu que c'était terminé, je suis un peu planté là, désolé. Moi déjà je vous admire parce que franchement vous avez fait quelque chose de grand et que vous êtes encore là et moi franchement je tiens à vous féliciter pour tout ce que vous faites. À chaque fois, je vous ai vu présent beaucoup d'entre vous lors des actions avec ANV à Vienne sur Plastic Attack, sur le portail Macron, avec les enseignants. Je suis aussi enseignant, donc devant les sorties, devant les gendarmeries quand les élèves ont été convoqués, vous êtes toujours là. Et franchement, félicitations, je ne sais pas où est-ce que vous trouvez toute cette énergie, mais moi je vous aime bien. Maintenant, au niveau de l'organisation, c'est vrai que, alors ANV, à ma connaissance, on n'est pas non plus très riche. Il y a un permanent. Donc un permanent, à ma connaissance, il n'y avait qu'un permanent, peut-être un peu plus aujourd'hui, mais un permanent, il faut payer, c'est vrai, donc il y a des dons nationaux qui peuvent être faits. Mais derrière, c'est vrai que tout est organisé. Comme on a, dès qu'il y a une action, on reçoit une sorte de plateforme en ligne où on nous dit voilà, vous pouvez, si vous ne savez pas trop quoi tweeter ou mettre sur Facebook, vous avez ces mots-clés à mettre, et en les mettant, étant donné qu'on est des centaines à le mettre en même temps, ça devient un mot-clé important, et finalement on va ressortir ces mots. Il y a un autre truc aussi au niveau de la presse, c'est vrai que on n'avait pas souvent avec nous, mais c'est vrai que comme tout à l'heure c'était dit, quand il y a un truc qui ressort de l'ordinaire, ils sont là. Quand on a fait le dernier à chaque fois qu'on fait une action, à chaque fois ils sont là. Ou alors, s'ils ne sont pas là, c'est même plus facile pour nous, puisqu'en gros, ce qu'on fait, on leur fait le communiqué de presse, ils font quasiment du copier-coller du communiqué de presse, on leur envoie la photo, ils sont contents. C'est mieux. Et c'est mieux comme ça. Et donc, mais voilà, enfin, le communiqué de presse, il est préparé à l'avance. On n'a plus qu'à l'envoyer au moment de l'action, on a envoyé une photo, une vidéo. Et moi par exemple dans ANV, à chaque fois je m'occupe de faire des photos, des vidéos, je m'occupe du Twitter, je m'occupe du Facebook. Et maintenant c'est un peu plus facile parce qu'on est deux à gérer le Facebook et donc ça fait qu'il est plus alimenté, on voit qu'il y a de plus en plus de monde à le suivre et donc c'est toute une organisation, donc c'est vrai national, mais c'est des mots-clés, c'est à partir de mots-clés on arrive à faire parler de nous. Non, mais regardez, enfin bon, c'est sûr, ils sont mieux organisés, tout et tout. Bon, on ne cherchera pas à donner un financement. Ça, on verra ça un autre jour. Ce que je veux dire, nous, la dernière fois qu'on a fait le truc de la REM, avec les profs et tout ça. Hein, c'est pas XR, c'est élevé. Ouais, pardon, oui, ça. Non, mais. Regarde, c'était vendredi qu'on devait voir Florence David. Nous, ce qui nous manque, c'est du temps. C'est du temps qui nous manque à nous. C'est du temps. On a décidé, on n'avait aucune consigne, en 1h30, 2 heures, avec chacun sa bonne volonté en discutant. Voilà, Gladys a dit ça, tout le monde a dit chacun son petit mot, et puis on a fait une petite synthèse. On s'en est bien sorti. Oui, mais ça a été organisé, Franck. Oui, mais on s'est organisé, on avait en 3 heures un mardi, et vendredi on était la taille. Donc oui, on s'est organisé. Mais on avait quoi, 3 jours de marge, on était 12. Donc, voilà, donc je veux dire, moi je trouve qu'on s'en est bien tiré. Alors on n'est pas au top.
mais on s'en est bien tiré. Mais vous pouvez faire mieux. Ben, on a tellement de sujets aussi. Déjà, nous, le problème, c'est que oui, mais nous, avec les autres associations, on n'a pas une ligne de conduite, chasse et pêche ou l'écologie. On a tous les sujets du monde. Et juste nous, le peu qu'on est, déjà, il faut qu'on se mette d'accord sur le sujet. Bon, déjà, ça nous prend du temps et beaucoup de débat. Alors que si on avait, je ne veux pas dire, c'est pas critique, je ne veux pas me critiquer moi, je suis trop prétentieux pour ça. Parce que si on avait un sujet, bon, on serait au taquet. Mais après, c'est vrai qu'on. Et puis beaucoup, moi le premier, on n'est pas sur Facebook, on n'est pas sur Twitter. Donc on débarque le mardi, alors tac, et voilà. Donc c'est vrai qu'on perd, mais on utilise beaucoup de temps pour justement l'organisation, qui n'est pas aussi prolifique. C'est bien, c'était très bien. Que des gens qui sont structurés, qui comme dans Koh-Lanta ou dans cette mission, si vous acceptez. Alors moi, je vais poser une question qui risque de... Après, l'idée de la plateforme avec les mots. Moi, je vais poser une question qui risque, que je vois qu'elle me blesse, mais qui est fâche. Est-ce qu'il n'y a pas un refus, enfin, bon, de l'extérieur, on peut sentir aussi un refus des Gilets jaunes de s'organiser et d'avoir des représentants, des coordinateurs, enfin, appelez-les comme vous voulez. Voilà. Les gens, on sent vraiment une... À cause de la révolution. Vous avez le droit, c'est votre avis. À cause de la révolution, vous avez le droit. Attendez, répondez chacun votre tour si vous voulez répondre. Voilà, parce que du coup, finalement, s'il n'y a peut-être pas cette anticipation pour organiser les choses, c'est que les gens, ils ont peut-être peur d'organiser aussi. Et la peur, ça bloque. Oui. La difficulté à accepter des représentants, on est d'accord, ça c'est quand même un gros souci. Après, c'est pas un problème de refus d'organisation. Le problème, comme disait Franck, vous avez une ligne de conduite, vous vous battez sur un sujet, les Gilets jaunes, ils se battent sur 36 000 fonds. Arriver à se mettre d'accord pour organiser quelque chose en particulier, voilà, le sujet, ça va être lequel? Et puis nos leaders, ils nous lâchent. Ceux qui ont commencé, et ils nous ont lâchés. Par exemple, la première personne là, qui a dit pour l'essence, comment qu'elle s'appelle elle est plus gilet jaune. Alors comment tu veux continuer avec des gens qui lâchent? Non mais par exemple, là, si on parle de personnes vraiment... qui touchent les gilets jaunes, c'est des gens comme François Boulot, Jérôme Rodriguez. Voilà, d'accord. Mais tu vois, dès qu'ils ont voulu tenter quelque chose, les mecs ils se sont fait lyncher sur la place publique. Ils sont seuls après. Et ils sont très très seuls. Ils sont très seuls. Non, moi je disais par rapport aux leaders, entre guillemets, mais même au niveau local, ils ont immédiatement été ciblés. Perso, j'en connais quelques-uns qui sont quand même à leur 7e garde à vue, sans compter les amendes, donc il y en a qui ont beaucoup... En fait, il y a eu une stratégie, entre guillemets, du pouvoir, de cibler la personne leader, y compris sur chaque rond-point. Et de harceler cette personne, soit de manière financière, soit de manière policière. On l'a vu encore ce week-end, où il y avait une manifestation à Lille. Il y a des gens qui ont plus de poids encore, comme Rodriguez, dans le mouvement, qui s'est retrouvé en garde à vue de, entre guillemets, figure du mouvement. C'est-à-dire qu'il y a une volonté de ciblage des personnes qui pourraient éventuellement sortir du lot, être des porte-paroles, qui n'étaient même pas des leaders, limite qui étaient des porte-paroles. On l'a vu à Grenoble, on l'a vu dans beaucoup de villes. On le voit ici avec les lycéens il y en a qui essayent de tenir, il y en a qui tiennent, il y en a quelques-uns au niveau local qui tiennent, et il y en a qui ont jeté l'éponge, et on les comprend, parce que... oui. Tu voulais rajouter quelque chose? Oui, moi je parlais au point de vue représentant, enfin, une fois on discutait déjà sur notre groupe, qu'on pouvait qu'il y ait 3 personnes, par exemple, qui aillent aux assemblées, qui tournent, et on commence à aller dans ce truc-là quand même. On voit bien qu'il faut que... Je voulais dire, rebondir sur ce qu'il disait, c'est vrai qu'on a pu le voir quand même. D'office, la police, enfin la gendarmerie et la police, nous ont filmé en permanence sur les ronds-points pour savoir qui faisait quoi, et ensuite pouvoir leur mettre une amende. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Oui, mais c'est sûr. Donc ça a été volontaire dès le départ. C'était une stratégie de... Alors, je veux dire que face à ces stratégies du pouvoir, c'est vrai que ce qui nous manque le plus, c'est nos stratégies à nous.
moi, j'étais vraiment ébahi par la dernière action qui avait été faite avec au Flambeau, avec le film, avec la soupe, avec les étudiants qui disent leur combat. Ça, je pense que c'est ça qu'il faut arriver à faire, partout. Et en union avec les syndicats enseignants. Et vraiment, la stratégie, je pense que c'est ça qu'il faut qu'on travaille le plus. Alors, je suis d'accord avec vous, mais quand on est à Vienne avec des policiers qu'on connaît, il y a quand même un paquet, ça fait un... Oui, bon, voilà. Ça fait quelques années qu'on est à Vienne, il y en a beaucoup qui sont dans le social, il y en a beaucoup qui vont chez les gens, donc c'est vrai qu'on connaît un petit peu le policier du quartier, si j'ose dire. On reste pas beaucoup avec des policiers qu'on connaît. Si demain, si la prochaine retraite au Flambeau, allez, on était quoi, je sais plus, je veux pas dire de bêtises, vendredi on était 160, on était combien? 100 au pire. Allez, on va dire ça, allez, 150. Allez, on était 170. On est 170, il y a des policiers qu'on connaît, tout se passe bien, tout et tout. La prochaine réunion au Flambeau, on est 3000, Vienne et alentours qui viennent. Mais là c'est bon, ça va se battre, ça va dégénérer, ça va... Pourquoi Le phénomène de groupe, de masse et de policiers qui ne connaissent pas et qui n'est pas où ils vont nous réprimer, je dis pas c'est nous quand même. C'est plutôt la police qui va nous réprimer que nous contre la violence. C'est ce que je voulais dire, c'est que c'est pas nous qui allons être violents, c'est eux qui vont nous réprimer parce qu'on sera trop nombreux et trop visibles. Donc là ça se passe bien parce qu'on est encore... Je réponds à ce qu'il dit. Nous, on a eu l'expérience à Annonay, on a réussi à faire une manifestation où il y avait des gens de Saint-Étienne et tout ça, des durs de Bure, et on avait prévu un service d'ordre. Et on avait un service d'ordre de 60 personnes environ, avec des walkie-talkies et tout. Et on a réussi à contrôler la manifestation, les gens de Saint-Étienne et tout ça, sans qu'il y ait de casse, sans qu'il y ait rien, grâce au service d'ordre. Et à la fin de la manifestation, ils ont essayé de nous tendre un piège, ils ont empêché en fin de manifestation qu'on termine là où on devrait terminer. Ils ont barré et ils ont chopé un gars qui était en train de taguer et ils ont cherché à faire une provocation. On était à la limite du gazage et heureusement le service d'ordre s'est mis là et on a bloqué et les manifestants réclamaient la personne. Mais il n'y a pas eu de castagne, on a réussi. Donc je pense que dans certaines manifestations, si on en est capable, on doit pouvoir faire un service d'ordre, comme le font les syndicats. Mais comme je disais, c'est pas nous, enfin, c'est eux, si on est trop importants, qui vont venir des policiers. Mais nous, camarades, mais est-ce que c'est le port que tu changes? Est-ce que la personne, les policiers vous l'ont rendu? Oui. Ah bon? Ils ont relâché la personne. Ah bah parfait. Ah oui, parce que là j'ai oublié de le dire. Super. Les gens réclamaient, ils sentaient qu'il y avait une pression. Bon, le responsable, le militaire, enfin le gendarme responsable, qui était un capitaine ou un commandant, a fini, même un colonel. Il a fini par dire, bon, vous inquiétez pas, on promet, on va le relâcher. Ils l'ont gardé quand même, ça a duré 25 minutes. Hein. 25 minutes dans lesquelles le service d'ordre a contenu les manifestants qui eux y allaient, hein. Et on a réussi, et ils ont relâché le gars. Oui, mais c'était une victoire. Le samedi à Lyon, il y a eu Lyon, on ne voulait pas de service d'ordre qui nous retiennent et qui nous disent aller à gauche, à droite, alors qu'on voulait retourner la ville. Du coup, vous voyez que dans vos échanges, vous pointez vous-même les solutions. En fait, soyez... Pour éviter la casse. Ça me fait pas penser. La répression, c'est à vous. Je reviendrai sur le mot. La répression, vous savez comment elle fonctionne. Si vous ne le savez pas, vous savez la fois suivante. Et donc, c'est à chaque fois de voir comment vous réagissez par rapport à ça. C'est en fait, si vous êtes face à un mur, hein, vous allez beau vous croire à la mécanique quantique, vous n'allez pas pousser bêtement jusqu'à vous en prendre plein la tronche. La stratégie non violente, c'est toujours de changer. Ne pas être sur le terrain de l'adversaire. Quand l'adversaire vous attend à droite, et ben vous passez à gauche. Quand la répression, mais elle a toujours été dans les mouvements sociaux. On parle de violence aujourd'hui. Des fois, je rigole un petit peu. L'autre jour, on avait fait un débat là. Enfin, franchement, il y a un mec qui est un des leaders d'Alternative Débat, Tchèque. Il était dans les mouvements basques de guérilla. C'est-à-dire, en fait, c'est des mecs, le mec, il a appris à se servir des explosifs quand même. Aujourd'hui, il milite pour la non-violence.
Alors la violence, ils rigolent doucement parce que c'est pas trop coup de matraque, hein. Ils se tiraient dessus à balles réelles. Plus des conflits. Non mais c'est pour vous dire que, voilà. Et tout à l'heure je vous parlais de la division internationale du travail. Je vous ai parlé de la machine-outil. Qu'est-ce qu'on a tué en France? La sidérurgie. Quand on a fermé les mines et les hauts fourneaux de Lorraine, pour ceux qui sont un peu anciens, vous vous rappelez les manifs? Mais les mecs, ils y allaient avec les boulons de 32, quoi. C'est en fait, nous, enfin, franchement, on est un peu gentil. Même les Black Blocs, ils sont un peu gentils, parce que quand vous aviez les sidérurgistes qui allaient manifester à Paris, le gars, il avait toutes les soupes pleines de... Il était lourd. Il était lourd. Donc, en fait, ce que je veux vous dire, juste relativisons. C'est-à-dire, en fait, la violence qu'on a aujourd'hui, elle a déjà eu lieu dans le passé. Ne vous faites pas d'illusions. Ne vous faites pas d'illusions. Et si on continue à pousser, la violence, elle va monter. Alors, vas-y, je continuerai à la phrase. Non, c'était juste pour dire que le problème, c'est la proportion de la réponse. Parce qu'on a une réponse complètement disproportionnée pour tuer un mouvement. Parce que les gilets jaunes, au départ, il y avait rien toujours, tous les pouvoirs, ils ont toujours agi comme ça. Regarde, toute l'histoire, c'est la matraque et la carotte. C'est-à-dire que vous avez toujours une très forte répression sur ce qui se bouge. Et là, j'ai parlé d'instrumentalisation, parce que tout à l'heure, en fait, c'est aussi une façon... Une fois que vous avez bien montré à la télé que les chieurs, c'est les gilets jaunes, les médias, le gouvernement, ils râlent pas. Et quand tu disais, ouais, mais ils nous mettent en avant que les gilets jaunes. Et parce qu'en fait, quand à maman, vous servez de repoussoir, ben, ils auraient tort de s'en priver. C'est le bouc émissaire, c'est toujours... Et alors, vous avez de la veine, hein. Il vous manque encore une étiquette. Hein. Vous savez, celle qui est en jaune, là, comme ça, marquée terroriste. Les lois antiterroristes, ils appliquent sur nous. Il n'y a pas de pluralité dans l'histoire. Très bien. Donc vous voyez, ça confirme ce que je dis, hein, c'est qu'en fait, on est sur des affichages. Mais vous donnez l'exemple de sidérurgistes. Mais quand ils allaient en manif, ils passaient combien de points de contrôle? Parce que maintenant, vous avez votre cure-dent dans la poche et c'est fini. Donc il y a il n'y avait pas deux boulons dans la poche, il y avait des caisses dans Non, mais le problème, c'est que... Et en fait, après, on est sur la rapport. Là, j'avais le film que je vous ai pas passé en Serbie. Enfin, franchement, les mecs, ils sont montés, mais ils avaient les bulldozers sur le camion derrière, quoi. Hein. Et les quarts de flics qui ont voulu barrer la route, le bulldozer est sorti, le camion il s'est retrouvé, le quart flic s'est retrouvé dans le fossé. En fait, franchement, je suis non violent, mais j'ai pas peur que vous ayez parlé d'actions un peu violentes. Vous avez peut-être entendu parler de la lutte de Larzac, qui est pour nous une lutte non violente de référence. Mais quand les paysans ils sortaient les tracteurs, franchement l'armée s'était vachement emmerdée parce qu'en fait, ok, ils avaient des bols, mais vous tirez sur des manifestants qui se déclarent et qui s'affichent non violents, parce que c'est un problème aussi d'affichage vis-à-vis de l'opinion publique. Si vous ne vous dites pas non violent, les gens ne vous prennent pas pour des non violents, surtout si ça a cassé. Si vous vous affichez non violent, et qu'il y a un peu de bavure, ça peut, vis-à-vis de l'opinion publique, se dire « Ah ouais, c'est des bavures ». Si vous dites « Non, mais on est tous ensemble », vous êtes tous amalgamés. Donc attention pour vous laisser enfermer. Quand je parle d'instrumentalisation, c'est-à-dire que vous ne laissez pas instrumentaliser, c'est pas parce que vous avez des gens qui sont soi-disant là pour vous aider et à casser quelques vitrines aux côtés, que forcément ça va être une aide pour vous. Parce que ils nous regroupent avec eux. Parce qu'il y a eu Paris, c'est une stratégie, c'est pour ça que... Paris, il y a eu une cassure de l'opinion publique avec nous. Parce qu'ils ont laissé faire, Paris. Quand je parlais d'anglais primaire, parce que c'est une vraie stratégie. En fait, vous connaissez les tactiques
des forces de l'ordre, par exemple en Allemagne, ils n'ont pas du tout les mêmes stratégies. En fait, en Allemagne, la police, elle se divise en deux. Et il y a un groupe qui va neutraliser les Black Blocs et l'autre qui va encadrer les manifestants en leur disant, au contraire, en les séparant, en leur disant, voilà. Et en France, on fait exprès de faire l'inverse. Mais moi, j'étais dans la manif 100 000 personnes au Larzac, quand la marche du Larzac est arrivée à Paris, c'était flagrant. C'était flagrant qu'en fait, le cordon CRS, il était dans, il s'arrêtait, la manif approchait, quand on était un peu près, comme par hasard, vous envoyez 5-6 personnes là, qui montaient sur les tours des voitures et qui balançaient 3 cailloux, et vous aviez 15 gaz lacrymogènes qui enfumaient tout le monde, hein, femmes et enfants compris. Hein. Et après, hop, quand les gamins, pas des gamins, hein, en fait, ils se repliaient vite derrière, on attendait que la fumée ici. Le cordon de CRS il avançait, nous on démarrait, mais hop, ils s'arrêtaient, ils attendaient qu'on se rapproche, que leurs petits copains, puisque moi j'appelle ça des petits copains, parce que les infiltrations, ça n'existe pas que dans les romans policiers. À la vraie vie, c'est comme ça. Et moi, je rigole doucement quand les Black Blocs ils me disent qu'ils sont vachement plus révolutionnaires et radicaux que moi. Excuse-moi, mais en fait, ils font le jeu du pouvoir bien plus que moi. Et du coup, voilà, il ne faut pas avoir peur à un moment de marquer des barrières. Et du coup, je reviens sur cette histoire de service d'ordre. Alors on peut appeler ça... Je voulais terminer. Le service d'ordre avait été voulu par stratégie vis-à-vis de l'opinion publique, hein, parce que bon, quand on est à Saint-Étienne, l'opinion publique, elle est habituée à ce qu'on casse tout. Quand on est à Nonnet, les commerçants et tout ça, donc c'est pour ça qu'on avait fait un... Donc c'est un problème... de stratégie, d'opinion publique, garder l'opinion publique, des fois, par contre, on peut... Et alors, on peut utiliser d'autres termes, c'est vrai que ça peut être... l'organisation de l'ordre, c'est ça le problème, je ne sais pas qu'il n'y en faut pas. Je ne sais pas qu'il n'y en faut pas. Mais quand ils pensent, moi je te dis juste, parce qu'on rend toujours, moi comme je dis depuis le début que je suis ici, on utilise toujours leurs termes. Et le problème, c'est ça notre problème, c'est qu'on doit changer de terme. Non mais vous avez le droit d'utiliser un autre terme. Il faudrait qu'on change de terme. C'est quand on dit, pour c'est comme pour les régimes spéciaux, pour les retraites, c'est pas des régimes spéciaux, c'est des régimes normaux pour moi. Tu vois, au normal. Et tu vois, c'est le problème, c'est les termes qu'on emploie. Les termes, c'est les termes qu'eux, ils veulent qu'on emploie. Ouais, mais Jean-Yves, c'est que de la sémantique. L'idée, c'est oui, mais la sémantique, on va appeler ça un service de sécurité, un cordon. Mais regarde la République en marche. Quand ils parlent de la retraite, ils font que les arguments de langage. C'est la sémantique. Je vous propose, vous avez un autre mot, on utilisait un autre mot que le service d'ordre. Souvent, on utilisait, passé un temps, les momos, les modérateurs. Ça dit la protecteur. Voilà. Publicité, parce que la France en colère, les modérateurs, merci. Non, mais c'est pas modérateur, je ne sais pas si c'est le bon terme. Non, mais on utilisait Momo. On ne va pas rentrer pour sortir de l'ordre. Les buggers. Donc, moi, j'insiste, une manifestation non violente, c'est une manifestation dont en face, vous avez de la violence qui va être générée. Si vous n'avez pas de violence en face, vous n'aurez rien à foutre d'être non violent. Pour moi, c'est une manif sans violence, etc. Mais le problème d'avoir une action non violente, c'est d'être organisé pour que, même quand vous avez de la violence en face, en fait, la manifestation reste sous votre contrôle comme vous avez envie qu'elle se passe. C'est-à-dire, éventuellement, sans violence. C'est-à-dire, en fait, et oui, vous allez vous retrouver peut-être gazé, massacré, n'empêche que ces images-là qui vont paraître, elles vont toucher l'opinion publique parce qu'elles vont voir que vous étiez sans armes, sans haine et sans violence, comme les médias. Et en fait, c'est les sans armes ni violence, c'était pour le casse, le braquage. Sans armes ni violence. Non, c'est parce qu'il y a une chanson d'Ashkol j'étais sur le braqueur. Qui chante sans armes, sans haine et sans violence. Qui est un peu qui s'inspirait du braqueur.